nous. Et je voulais remercier encore l'Institut international pour la paix, la justice et les droits humains. Et je pense qu'on va se contenter d'écouter M. Bricmont plutôt que d'écouter moi. Donc voilà, bonne conférence. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bon, je vais faire quelques remarques préliminaires. D'abord, évidemment, j'ai un certain problème de parler de ce dont je vais parler en Suisse, parce que, en fait, moi je suis assez d'accord avec la politique étrangère de la Suisse. Et en fait, ce que je défends en Europe, c'est la politique étrangère de la Suisse. C'est-à-dire la non-intervention. C'est-à-dire la politique de non-intervention, on ne pas envoyer de troupes en dehors de leurs frontières. Et donc c'est peut-être inutile ce que je vais dire ici, mais quand j'en ai parlé à David, il m'a dit, oui, mais c'est un milieu très cosmopolite, Genève, etc. Et donc ça intéressera peut-être les gens, parce qu'après tout, vous avez une presse qui est pas très différente de celle qu'il y a en Europe. Et évidemment, mon point de vue est un point de vue critique de ce que j'appelle la politique de l'ingérence, c'est-à-dire la politique de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, qui est évidemment justifiée par les droits de l'homme. Et c'est ça ce que je veux discuter. Et par ingérence, je veux dire tout. Je veux dire pas seulement les guerres, comme la Libye ou peut-être la Syrie demain, mais les achats d'élections, les soutiens à l'opposition, les achats de la presse, les coups d'État, etc., etc. Et moi j'estime effectivement que les pays occidentaux devraient respecter la stricte souveraineté, devraient s'aligner sur les principes du mouvement des non-alignés, de respect de la souveraineté nationale des autres États, de non-intervention dans les affaires intérieures des autres États. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Comme je dis, c'est peut-être inutile en Suisse, mais enfin... Alors, cette position, j'ai vu qu'il y avait un journal qui annonçait ma conférence en disant qu'elle serait musclée. Vous verrez que je ne dis rien de très musclé. Je ne suis pas musclé et je ne dis rien de provocateur, mais je suis en plus prêt à répondre à toutes les questions, à toutes les objections, une fois que la conférence sera terminée. J'ai l'impression qu'en fait ce que je dis est très modéré et que c'est la position de l'ingérence tous azimuts qui est en train de se développer en Occident, qui est dangereuse et radicale. Bien. Alors, j'ai malheureusement pas le moyen de projeter des images que j'avais apportées, mais je n'avais que deux images. Je peux la décrire. La première, c'est lors du sommet de l'OTAN à Chicago il y a quelques jours, Amnesty International a mis des affiches un peu partout dans la ville en disant, en montrant des femmes afghanes, en disant à l'OTAN, n'oubliez pas les femmes afghanes. Et donc, même dans leur rang, ça a provoqué des réactions en disant, mais ça c'est l'argument qui a toujours été utilisé pour la guerre en Afghanistan, donc vous soutenez la guerre en Afghanistan. C'est à quoi ils répondent, non, on ne soutient pas la guerre, on n'a pas d'opinion sur la guerre, ce que je trouve déjà extraordinaire, mais nous avons simplement, nous trouvons que l'OTAN ne peut pas se retirer sans tenir compte de cela. Mais l'OTAN, il est là, c'est une organisation militaire, ils sont naïfs, ils vont se retirer ou pas se retirer en fonction du rapport de force sur place, de la possibilité de gagner la guerre militairement, etc. Pas en question, ils ne vont pas se préoccuper du sort des femmes afghanes. Mais bon. Donc ça, c'était une illustration. Mais maintenant, je vais venir, si vous voulez, je vais diviser l'exposé en 4 parties. La première, c'est donner les justifications ou les arguments qui me semblent importants en faveur du droit international classique qui reconnaît l'égale souveraineté des nations. Ensuite, je voudrais faire quelques remarques sur les effets de la politique d'ingérence, parce qu'à mon avis, on ne s'en rend pas toujours compte. Et ensuite, je vais faire des remarques sur la gauche occidentale, en tout cas en Europe et aux États-Unis, qui très souvent soutient l'ingérence. Et pourquoi ils soutiennent l'ingérence et quelle est l'erreur qui se passe derrière dans leur tête, à mon avis. Et puis finalement, je parlerai de ce qui me semble être la crise de l'Occident et l'avenir de l'Occident et le problème que ça pose, auquel de nouveau les partisans de l'ingérence, à mon avis, ne parlent pas, ne pensent pas. Bon, commençons par le premier point, qui est donc le droit international. Le droit international, le principe de base a été créé après la Deuxième Guerre mondiale avec la charte de l'ONU, qui reconnaît effectivement l'égale souveraineté des nations et la non-intervention, en tout cas militaire, des pays dans les affaires intérieures des autres États. Alors les raisons pour cela sont nombreuses, et je pense qu'il y en a au moins 3. L'une, c'est de préserver la paix. L'ONU a été créée avec, en principe, la mission d'éviter à l'humanité le fléau de la guerre. Donc le premier, c'est la paix. La deuxième, c'est l'égalité. Et la troisième, c'est la démocratie. Alors, prendre les valeurs que les partisans de l'ingérence mettent en avant. Le premier, c'est la paix. L'idée, évidemment, qui est issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la politique des minorités avait été utilisée par l'Allemagne nazie, si vous voulez,
de façon à déstabiliser d'autres pays. L'exemple typique étant la Tchécoslovaquie et les Sudètes. Les Sudètes étaient une minorité germanophone et germanophile en Tchécoslovaquie, qui avait été annexée, si vous voulez, à l'époque du traité de Versailles, et qui en fait était en rébellion contre l'État tchèque. Et quand Hitler a annexé les Sudètes, c'est là qu'il y a eu la conférence de Munich, qu'on considère toujours comme étant le moment où l'Occident, enfin les démocraties se sont pliées face au totalitarisme, etc. Mais on peut très bien dire que, du point de vue des Sudètes à l'époque, l'intervention allemande était une intervention humanitaire parce qu'elle libérait les Sudètes de ce qu'ils considéraient comme le joug tchèque. Je ne veux pas prendre parti dans cette dispute qui, de toute façon, est dépassée, mais je veux faire simplement la logique du droit international, c'était d'empêcher les grandes puissances d'exploiter les problèmes des minorités dans les pays faibles dans des fins qui pouvaient les déstabiliser et mener à la guerre. Ça a été la même chose avec la Pologne, avec le problème de Danzig, etc., et des minorités allemandes en général dans les pays de l'Est. Et donc, l'idée, c'était effectivement, on ne joue pas le jeu des minorités, comme l'ont fait les puissances, à mon avis, occidentales, lors de la guerre en Yougoslavie, qui ont joué les Bosniaques d'abord, et puis les Kosovars, etc. Le deuxième événement qui, pour moi, fonde le droit international, c'est peut-être un peu moins formel, mais c'est l'explosion, évidemment, du nombre de membres aux Nations Unies, qui est le résultat de la décolonisation. Je reviendrai sur la décolonisation, qui, pour moi, est le phénomène fondamental du XXe siècle, pas le communisme, pas le fascisme, mais la décolonisation, et qui, évidemment, a créé des pays dont le premier souci était que leurs anciens colonisateurs ne viennent pas s'ingérer dans les affaires intérieures, ce qui était un peu compréhensible, vu qu'ils avaient été, s'y étaient ingérés pendant des décennies ou des siècles, dépendant des endroits. Alors ça, ce sont les deux principes. Et puis alors, finalement, il y a le problème, si vous voulez, que les partisans de l'ingérence oublient toujours que l'ingérence est toujours l'ingérence du fort contre le faible, et de certains forts contre certains faibles, parce qu'évidemment, le Bangladesh ne veut pas dire, écoutez, les émissions de CO2 risquent de nous faire beaucoup de tort, nous voulons que les États-Unis changent leur politique. Ils ne peuvent pas s'ingérer, ils peuvent le demander, mais ils ne peuvent pas s'ingérer et l'imposer aux États-Unis. Seuls les pays forts peuvent imposer leur volonté aux pays faibles. C'est la nature même du principe d'ingérence, et personne dans les partisans de l'ingérence ne me dit jamais par quoi remplacer le droit international. Donc, dans les années 70, 80, etc., on a vu se développer le droit d'ingérence humanitaire, disant, voilà, il y a des violations des droits de l'homme, donc les pays civilisés, les pays développés, les pays occidentaux, on pense à qu'on veut, ont le droit de s'ingérer pour faire stopper ces violations des droits de l'homme, et c'est ça ce qui a justifié la guerre en Libye, qui justifie peut-être la guerre en Syrie demain, et peut-être en Iran après-demain. Et donc, évidemment, la guerre en Yougoslavie. Et donc, mais les gens ne me donnent jamais quel principe ils vont remplacer le droit international classique. Parce qu'on peut avoir un principe de non-ingérence, je ne vois pas comment on va faire un principe d'ingérence, parce que qui va s'ingérer? Je dis c'est les États puissants. Mais ce n'est pas que les États puissants. Prenez par exemple le Bahreïn aujourd'hui. Il y a des rébellions au Bahreïn, il y a une majorité chiite qui est en rébellion contre une direction qui est sunnite. Si la Russie décidait d'intervenir pour soutenir les chiites et renverser le régime, si suite à cela, les chiites en Arabie Saoudite faisaient sécession, et c'est là que se trouve le pétrole, vous auriez une masse de pétrole qui subitement échapperait au contrôle de l'Occident. Vous êtes sûr que vous avez une guerre nucléaire, une guerre généralisée en quelques jours. Donc la simple possibilité de maintenir la paix est non seulement liée à la non-ingérence de certains États puissants qui pourraient, sur un plan strictement militaire, s'ils le voulaient, s'ingérer dans les affaires d'autres pays, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas fous, et ils se rendent bien compte qu'il ne faut pas faire tout sauter. Mais les Occidentaux se comportent, et à mon avis c'est très dangereux, la situation actuelle est très dangereuse, parce qu'ils se comportent comme si, parce qu'ils représentent soi-disant les droits de l'homme, ils peuvent tout se permettre et il n'y a aucune règle. Donc je pense que le premier point c'est la paix. Le deuxième problème c'est la question de l'égalité. Alors pour l'égalité, je voudrais, bon ça c'est mon livre Impérialisme militaire, je vais citer par moment, ou des extraits que je vais utiliser, des choses qui sont citées là, c'est de comparer, si vous voulez, en termes de violation du droit, la violation du droit qui n'est pas contestée, qui a été l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, et l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990-91, qui a été considérée aussi comme une violation du droit, et de regarder ce que les gens ont payé comme prix pour ces invasions. Qu'est-ce que ces pays ont payé comme prix? D'accord? Alors pour ce qui est de l'Irak, il y a eu les sanctions qui ont été imposées entre 1990 et 2003, et en fait qui ne sont terminées qu'avec l'invasion. Le coordinateur de l'ONU pour l'aide, donc il y a eu une période où il y a eu une aide humanitaire, soi-disant, à l'Irak, qui était autorisée malgré les sanctions, qui étaient absolument terribles. Denis Hallyday, qui était le coordinateur de l'ONU pour l'aide, a démissionné en 1998 en déclarant « Nous sommes en train, donc je le cite maintenant, nous sommes en train de détruire une société tout entière. C'est aussi simple et terrifiant que cela, c'est illégal et immoral. »
Quand on lui disait que l'effet des sanctions était dû à l'indifférence du régime à l'égard de sa propre population, Hallyday répondait « c'est de la foutaise ». Le fait est qu'avant les guerres, ils ont investi massivement dans l'infrastructure civile, ils avaient un système éducatif et de soins de santé qui faisait l'envie à tous leurs voisins. L'Irak avait un système de distribution de la nourriture très étendu avant que nous n'intervenions. Le successeur, Hans von Sponeck, a démissionné pour les mêmes raisons en 2000, et Juta Boukart, qui dirigeait le programme alimentaire mondial pour l'Irak, a fait de même peu après. Et dans un rapport sur les sanctions en fonctionnaire des Nations Unies, qui s'appelait Marc Bossel, qui était un Belge d'ailleurs, a dit « Le régime des sanctions contre l'Irak a comme objectif évident d'infliger à la population irakienne des conditions de vie qui sont calculées pour la détruire en entier ou en partie. Il n'est pas important que cette destruction physique délibérée ait pour but officiel de la sécurité de la région. Une fois qu'il y avait des données montrant que des milliers de civils mouraient, des centaines de milliers allaient mourir dans l'avenir, si le Conseil de sécurité continuait les sanctions, ces morts n'étaient plus un effet collatéral non désiré. Le Conseil de sécurité était responsable de toutes les conséquences connues de ces actions. Les organes qui exécutaient ces sanctions ne peuvent être absous de l'intention de détruire le peuple irakien. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies l'a en fait admis. Lorsqu'on lui demanda si un demi-million de morts en valait la peine, elle répondit « Nous pensons que cela en vaut la peine ». C'était Madeleine Albright. C'était Madeleine Albright. Les États qui imposent les sanctions pourraient soulever des questions au nom de la Convention sur le génocide. Ça, c'est la citation de ce fonctionnaire des Nations Unies. Madeleine Albright, entre parenthèses, était invitée par Amnesty International à la conférence qu'ils ont faite sur les femmes afghanes lors du sommet de l'OTAN à Chicago. Donc, ça vous donne une perspective générale, si vous voulez, sur les deux poids, deux mesures dans le droit international. Vous avez un pays à qui on impose des sanctions à cause de l'invasion du Koweït, pendant 13 ans, à cause de destruction d'armes de destruction massive qui n'existent pas, mais enfin bon. Les États-Unis, sanctions pour l'invasion de l'Irak, qui est illégale, qui est au moins aussi illégale que l'invasion du Koweït, rien. Ils se sont eux-mêmes ruinés, ça c'est vrai, mais sanctions, rien. Impossibilité pour la communauté internationale d'imposer des sanctions. Impossibilité même d'en parler, la question n'est pas soulevée. Elle n'a jamais été soulevée à propos, pendant la guerre du Vietnam, on reviendra de la guerre du Vietnam, la guerre du Vietnam n'a jamais été soulevée à l'ONU. D'accord? Donc, vous avez dans le, disons, vous avez déjà dans la situation actuelle du droit une inégalité, on parle d'égale souveraineté des nations, mais il y a une inégalité massive, si vous voulez, que évidemment le droit d'ingérence qui permet de donner le droit aux États puissants de s'ingérer dans l'intérieur des États faibles ne ferait que renforcer. Et puis finalement, vous avez la question de la démocratie, parce que quand je parle d'ingérence, on me dit oui, mais c'est la communauté internationale qui doit intervenir. Alors, c'est assez intéressant de voir quelle était la position du mouvement des non-alignés. Donc le mouvement des non-alignés, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 50, essentiellement pour soutenir la décolonisation, mais qui regroupe aujourd'hui la majorité de l'humanité en réalité, qui est la position aussi de la Chine, et qui se sont réunis en février 2003, c'est-à-dire quelques semaines avant l'invasion de l'Irak par les États-Unis, et qui ont déclaré entre autres ceci. Les chefs d'État, je cite maintenant, les chefs d'État ou de gouvernement réaffirment l'engagement du mouvement pour renforcer la coopération internationale afin de résoudre les problèmes internationaux ayant caractère humanitaire, en respectant pleinement la Charte des Nations Unies, et à cet égard, ils réitèrent le rejet par le mouvement des pays non alignés du soi-disant droit d'intervention humanitaire qui n'a aucune base dans la Charte des Nations Unies ou dans le droit international. C'est difficile d'être plus clair. Ils ont dit ça à 3 semaines de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Et donc, vous voyez que l'opinion en fait mondiale s'oppose à ce droit autoproclamé que l'Occident se donne. Et c'est assez paradoxal de faire des guerres au nom de la démocratie quand on est en contradiction avec l'opinion de la majorité de l'humanité. Évidemment, l'Occident dira, mais ça, ce sont des dictatures, mais c'est pas vrai, ce ne sont pas toutes des dictatures. Les pays latino-américains, dans l'immense majorité, ne sont pas des dictatures et ils sont sur cette position, par exemple. Et donc, ça, c'est les 3 points, si vous voulez, en ce qui concerne la question directe du droit la logique du droit international. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention sur les effets de la politique d'ingérence. D'accord? Et là, je vais me mettre dans la perspective de la politique américaine depuis la guerre. Parce que les États-Unis ont décidé depuis la guerre de s'ingérer partout, tout le temps. Il n'y a pas une élection, il n'y a pas un changement de président, une révolution, un coup quelque part, sur lequel ils n'ont pas immédiatement leur avis. Vous avez dans la presse américaine, etc., etc. Ils donnent leur avis, ils apportent du soutien, ils donnent de l'argent, etc., etc. Bon. Alors d'abord, il faut se rendre compte, quand on parle par exemple des morts dans la guerre en Libye, en Syrie, etc., des morts directes de la politique d'ingérence. J'ai écrit un petit article qui est sur des sites alternatifs, par exemple sur le Grand Soir, aujourd'hui pour faire remarquer que on ne célébrera pas, plutôt le 50e anniversaire cette année-ci,
de ce que Noam Chomsky appelle l'invasion américaine du Sud-Vietnam. À partir de 1962, Kennedy a envoyé l'aviation américaine bombarder le Sud-Vietnam pour essayer de mettre fin à une insurrection qui s'opposait à un gouvernement qu'ils avaient eux-mêmes installé au Sud-Vietnam après les accords de Genève en 1954. Donc, on est dans la ville où il y a ces accords. Ce qui s'est passé, donc, pour rappeler l'histoire rapidement, c'est que pendant la guerre de 40-45, le Vietnam, qui était une colonie française avant-guerre, enfin toute l'Indochine, était entre les mains des Japonais. À la fin de la guerre, évidemment avec la chute de l'Empire japonais, les Français ont tenté de reconquérir cette colonie qui s'était en partie libérée et il y a eu une guerre qui a duré jusqu'en 1953-54 avec la défaite de Dien Bien Phu, qui était une défaite donc, de l'armée française. Ils ont été forcés de négocier, ils ont partagé le Vietnam en deux, qui était un partage plus ou moins artificiel, mais avec promesse d'élections qui permettrait de réunifier le pays. Les États-Unis sont opposés à ce qu'il y ait ces élections parce que, disait-il, les communistes les gagneraient, c'est ce que disait Eisenhower dans ses mémoires, et ça a mené à un État, si vous voulez, qui était face à une insurrection sud-vietnamienne et qui risquait de s'effondrer. Et c'est comme ça qu'a commencé la guerre du Vietnam, c'est avec l'appui du gouvernement américain à ce gouvernement sud-vietnamien et pas avec un conflit, comme c'est souvent présenté, avec le Nord-Vietnam. Mais enfin, bon, je voudrais dire que je dis c'est quelque chose qui a disparu de l'histoire officielle, on n'a pas de devoir de mémoire à cet égard, on n'a pas de loi mémorielle pour empêcher le révisionnisme massif dans la culture à l'égard de cela, et quand on parle quand on a cette guerre du Vietnam, si vous voulez, ça fait des millions de morts, ça détruit des pays entiers et ça fait des millions de morts. Vous avez aussi des morts par centaines de milliers, c'est pas des millions, lors de l'embargo de l'Irak, lors de la guerre en Irak, lors de toutes les guerres de l'Afrique australe, où l'Afrique du Sud était, on oublie tout le temps ça, parce que maintenant Mandela est devenu un héros en Occident, mais à l'époque où il était en prison, les États-Unis et l'Occident en général soutenaient à fond l'Afrique du Sud. Vous avez des morts en moins grand nombre, mais liés au conflit du Moyen-Orient avec Israël, vous avez des guerres en Amérique centrale qui ont de nouveau fait énormément de morts et qui ont été, où de nouveau les gouvernements ont été soutenus par les États-Unis. Donc il faut prendre la perspective de l'impérialisme, et je ne parle pas de l'époque coloniale, l'époque essentiellement de la décolonisation, de la période de l'après-guerre. Alors vous avez, par exemple, vous avez aussi ce que j'appelle tuer l'espoir. Ça, c'est un problème un peu plus compliqué, mais ce que je maintiens, ça je l'explique plus en détail dans le livre, c'est que la politique américaine a consisté essentiellement à empêcher de façon répétée dans le tiers-monde l'émergence de mouvements réformistes, j'insiste là-dessus, pas révolutionnaires, pas radicaux, qui essayaient de faire des réformes sociales dans les pays dont on avait grandement besoin, où, par exemple, les matières premières n'étaient pas entre les mains du gouvernement ou de l'État et étaient la propriété de puissances étrangères qui en faisaient ce qu'ils voulaient, où il y a des problèmes sociaux immenses liés à des problèmes de latifundia, de propriété publique, etc., et où ces pays, en fait, voulaient récupérer soit le contrôle sur leurs matières premières, soit protéger jusqu'à un certain point leur force de travail, soit faire des réformes sociales qui auraient été considérées, en fait, comme normales en Europe, et qui ont été faites il y a très longtemps dans les luttes antiféodales, si vous voulez. Les États-Unis s'y sont opposés systématiquement. Je vais donner deux exemples qui me paraissent importants. C'est Mossadegh et Arbenz, parce que pour moi, ce sont des tournants dans l'histoire du Moyen-Orient et l'autre de l'Amérique latine. Mossadegh était le premier ministre iranien de 51-53, je crois, qui a voulu nationaliser le pétrole iranien, qui était entre les mains des Anglais à l'époque, et où on payait, je ne sais pas s'ils payaient quelque chose, pendant rien ou presque rien, pour le pétrole qu'ils extrayaient du sol iranien. Et ça a été un des premiers mouvements qui essayaient de le nationaliser. Les Anglais à ce moment-là étaient en déclin, ils ont fait appel aux États-Unis, les États-Unis ont envoyé des agents qui ont rapidement renversé Mossadegh. Et ils ont rétabli le pouvoir du Shah, qui est resté là jusqu'à la révolution iranienne de 79, qui a mis au pouvoir ce qu'on appelle aujourd'hui les mollahs. Enfin, le pouvoir des mollahs, ou les ayatollahs, ou je ne sais pas quoi. Et donc c'est très marrant, enfin je ne sais pas si vous lisez souvent la presse sur l'Iran, enfin, moi en tout cas je ne vois jamais mentionner Mossadegh. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui a disparu de l'histoire occidentale. Je pense qu'en Iran, tout le monde se souvient de lui, et en Occident, personne. Pourquoi? Parce que c'est la source du problème. Peut-être que s'il était resté au pouvoir, l'Iran moderne serait tout à fait différent. C'était la même chose. D'ailleurs, ils ont voulu après, l'agent qui s'appelait Kermit Roosevelt, a été en Syrie. Il voulait déstabiliser la Syrie, mais la Syrie était déjà une dictature. Maintenant, vous voyez ce qui se passe, maintenant. Et justement, parce que l'Iran était plus démocratique, c'était beaucoup plus facile de l'infiltrer, de le renverser. Et il a échoué en Syrie. Et d'une certaine façon, quand on dit dictature, mais il y a un principe de sélection naturelle, artificielle plutôt, qui fait que, comme les Occidentaux arrivent à subvertir la démocratie, il y a des dictatures qui restent parce qu'il y a des dictatures qui savent se défendre. Et finalement, c'est en Irak, à l'époque du Baz, qu'on a nationalisé le pétrole. Et puisque ça a échoué à l'époque
de Mossadegh. Donc ça, c'est un tournant important. Et l'autre, c'est Arbenz au Guatemala, qui est de nouveau un réformateur qui voulait contrôler, entre autres, les plantations des latifundiens, enfin, les plantations de la United Fruit Company, de bananes et de trucs comme ça. Et de nouveau, là, c'était un truc, ils ont fait une armée dans un pays voisin, ils ont envoyé une armée, ils ont renversé le gouvernement et ils ont instauré des dictatures épouvantables pendant des décennies qui ont fait des centaines de milliers de morts. Et de nouveau, mais Arbenz c'était vraiment quelqu'un de très réformateur. Alors, si vous pensez que ça c'est de l'histoire ancienne, d'abord, si c'est de l'histoire ancienne, dans la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est de l'histoire ancienne, on en parle quand même tout le temps, mais ce n'est pas que de l'histoire ancienne parce que entre le 11 et le 14 avril 2002, il y a eu le coup d'État, un des coups d'État les plus éphémères de l'histoire au Venezuela, où on a des putschistes ont renversé, comment dirais-je, Chavez, qui avait été élu, mais il y a eu une révolte populaire assez rapide et ils ont été renversés et Chavez est revenu au pouvoir. Mais pendant cet éphémère coup d'État, donc de 3 jours, la présidence espagnole de l'Union européenne, bon ici moi je suis dans le territoire libre, je suis en dehors de l'Union européenne, mais dans l'Union européenne, la présidence espagnole est arrivée à faire une déclaration qui est assez extraordinaire. Elle dit, la déclaration n'a pas été officialisée, mais ça a été trop vite pour qu'elle soit officialisée. Mais elle dit l'Union européenne, ça s'appelait l'Union européenne à l'époque, manifeste sa confiance dans le gouvernement de transition, c'est-à-dire les putschistes, en ce qui concerne le respect des valeurs et des institutions démocratiques, afin que la crise actuelle soit surmontée dans le cadre d'une concertation nationale et dans le plein respect des droits et des libertés fondamentales. Alors faire une déclaration pareille à l'égard de gens qui viennent de prendre le pouvoir par un putsch militaire, au respect des démocraties, c'est quand même assez spécial. Et donc ce n'est pas que Arbenz et Mossadegh qui sont de la vieille histoire. Alors je voudrais donner donc le premier point, c'est les morts directes. Le deuxième, c'est tuer l'espoir et les morts indirectes que l'impérialisme implique. Et le troisième, c'est ce que j'appelle l'effet barricade. Alors l'effet barricade, c'est très facile à comprendre. Vous pensez au 11 septembre, au 11 septembre 2001. Donc vous avez 3000 morts, etc. Vous avez des attentats terroristes, etc. Bon, de toute façon, moi, comme j'accepte ce qu'on appelle le récit officiel avec des nuances, mais disons, je ne vais même pas poser de questions sur le récit officiel, acceptons-le. C'est pas ça la question, l'argument. Après ça, vous avez des mesures de sécurité surréalistes. Encore quand je suis venu ici, bon, j'avais les contrôles aéroports, je me dis tout ça c'est à la cause de Bin Laden, etc. Bon. Mais aux États-Unis, c'est surréaliste. Vous avez des mesures, vous avez le Patriot Act, vous avez des gens qui ont été mis en prison, sans charge, des gens qui avaient donné un peu d'argent à une organisation pro-palestinienne, etc., qui sont poursuivis. Je connais même indirectement quelqu'un qui risque 15 ans de prison pour des contacts, soi-disant, avec le Hamas ou avec d'autres trucs comme ça. Bon. Donc, les mesures répressives surréalistes, 2 pays envahis, des centaines, l'Afghanistan et l'Irak, suite à cela, des centaines de milliers de morts. Je veux dire, quand on discute avec les partisans des États-Unis, vous dites, on comprenait, le 11 septembre, quel traumatisme, etc., etc. Bien. Alors évidemment, on a évidemment le même genre d'argumentaire avec Israël. Bon. Mais maintenant, imaginez qu'il y a 11 septembre tous les jours, pendant 5 ou 10 ans. Tous les jours, le nombre de morts. D'accord? On arriverait au niveau de perte de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous dites, mais vous comprenez bien qu'après ça, l'Union soviétique était traumatisée et la politique pendant la guerre froide de l'Union soviétique était compréhensible en termes de défense. Ils ne voulaient pas être réenvahis, ils ne voulaient pas être réattaqués. Ils étaient peut-être parano, mais ils avaient des raisons d'être parano. Ou que vous preniez ça, pour la plupart des pays du tiers-monde, qui, quand ils se sont émancipés du jeu colonial, ont eu une réaction de renfermement. La Chine, à l'époque de Mao, le Vietnam après la fin de la guerre, etc. On me dit qu'on ne les comprend pas, mais alors il ne faut pas comprendre les Américains, on est tous humains. Alors si les uns peuvent être parano, avoir des mesures répressives, et en plus se permettre, parce qu'ils ont la possibilité, de s'attaquer à d'autres pays, ce que les autres n'ont pas fait réellement, enfin l'Union soviétique on peut discuter, mais par la Chine et le Vietnam, alors évidemment, ça c'est ce que j'appelle l'effet barricade. Si vous avez une alliance atlantique aujourd'hui, qui dépense 1000 milliards de dollars par an, 1000 milliards de dollars en dépenses militaires, malgré la crise, etc., alors vous ne pouvez pas reprocher aux Chinois, aux Russes, aux Iraniens, aux Syriens, etc., de s'armer. Et il faut comprendre, ça je veux dire, ce que l'effet barricade, c'est que l'effet de l'impérialisme est de faire peur aux autres, et les autres ont peur pour de bonnes raisons. Si nous avons peur pour de bonnes raisons du terrorisme, eux ils ont raison d'avoir peur alors des puissances occidentales. Et donc ça c'est un troisième point, si vous voulez, ça c'est les 3 points donc, que j'estime être les résultats de l'ingérence. C'est que d'abord en nombre de morts c'est très élevé, l'indirect, le fait de saboter les possibilités de réforme, d'une part, évidemment, ouvre la voie aux révolutions, parce que si vous prenez Arbenz, par exemple, l'incident d'Arbenz a été très déterminant dans la formation politique de quelqu'un, je ne vois pas de t-shirt avec son effigie ici, mais il y en a beaucoup dans le monde, c'est Che Guevara.
Che Guevara a été radicalisé par l'histoire d'Arbenz. Donc, comme on rend les réformes impossibles, comme je dis toujours, si vous rendez les réformes impossibles, vous vous étonnez qu'il y ait des révolutions. Bien. Alors, sur l'égalité, oh oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, parce que c'est la Cour pénale internationale. Quand on a créé, ça c'est aussi une question du droit, à propos du droit international, c'est ce que j'aurais dû dire plus tôt, mais je vais le mentionner maintenant. C'est la Cour pénale internationale, donc ça c'est un truc qui a suscité énormément d'enthousiasme, particulièrement chez les gens qui se voient comme progressistes, on va punir les méchants, etc., etc. Le problème des cours internationales, par opposition au droit international qui règle les relations entre États, c'est qu'il n'y a pas de police internationale qui permette d'arrêter les gens. Si, aux États-Unis, par exemple, les dirigeants d'Enron sont finalement en prison, ou si Madoff est finalement en prison, etc., c'est parce que malgré tout, aux États-Unis, malgré ce qu'on pourrait appeler la justice de classe ou des choses comme ça, il y a une police, et que si un malfrat est suffisamment malfrat, même s'il est haut placé, la police peut l'arrêter. Mais dans le droit international, c'est simplement impossible. Alors si on s'étonne que la Cour pénale internationale s'attaque à des gens qui sont peut-être criminels, cruels, barbares, etc., mais qui sont aussi faibles et qui ont perdu dans les guerres, parce que c'est comme ça qu'on les arrête et qu'on les transfère à la Cour pénale internationale, il ne faut jamais oublier que c'est inconcevable que des dirigeants israéliens ou des dirigeants américains soient amenés dans la Cour pénale internationale. Pour ce qui est des Américains, il faut savoir qu'ils ont voté ce que, dans les milieux pacifistes américains, on appelle ironiquement l'acte d'invasion des Pays-Bas. Ils ont voté une loi disant que si des soldats américains ou des citoyens américains étaient traînés dans la Cour pénale internationale, ils iraient les libérer militairement. Et comme je ne m'attends pas à ce que les Pays-Bas fassent la guerre aux États-Unis, ça veut dire qu'ils ne sont simplement pas arrêtés. Et pour les Israéliens, il y a un exemple très comique en Belgique, c'est qu'on a voté une loi de compétence universelle. C'est-à-dire que la Belgique, dans sa grandeur, allait poursuivre tout le monde dans le monde entier, tous les gens qui violaient les droits de l'homme. Et ça a été applaudi par toute l'opinion, parce que voilà, l'Empire belge avait enfin réglé les problèmes du monde entier. Bon. Et il y a des petits rigolos qui ont dit, tiens, pourquoi on ne s'attaquerait pas à Sharon? Et pouf, tout s'est effondré, tout le souffle est retombé, etc. On n'avait pas s'attaquer à Sharon, on a changé la loi pour plus avoir dans les embêtants qui viennent nous parler de Sharon. Bon. Donc ça montrait d'une certaine façon l'absurdité de cette histoire qui ne tient pas compte des rapports de force. Alors, je voudrais faire quelques remarques, comme je dis, sur le fait que, bon, quand j'ai écrit mon livre, je l'ai écrit essentiellement, comme m'a dit quelqu'un qui l'a lu, c'est un livre contre la gauche, mais qui n'est pas d'un point de vue de droite. C'est-à-dire, c'est un livre qui a été écrit en grande partie pour réagir à l'enthousiasme qu'il y a dans beaucoup de milieux de gauche en faveur de l'ingérence. Par exemple, lors du début des événements en Libye l'année passée, il y a eu une manifestation en France, à Toulouse, mais il y en avait d'autres dans le même genre ailleurs, qui reprochaient à la France de ne pas intervenir en Libye à cause des intérêts pétroliers de la France. C'est le genre de raisonnement qu'on trouve souvent dans les milieux de gauche radicaux. Évidemment, quand le CNT après promet 35% du pétrole libyen à la France, les types qui font cette analyse-là, ils ont l'air malins. Je veux dire, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose, si vous voulez, et encore maintenant, évidemment, il y a des appels à l'ingérence en Libye, en Syrie, etc., des sanctions, renforcement des sanctions venant d'organisations, soit de droits de l'homme, soit des organisations qui se considèrent comme à gauche, à l'extrême gauche. Alors, le genre de slogan qui mettent toujours en avant, c'est « nous devons faire quelque chose pour sauver les victimes, nous devons intervenir, etc. » Et je ne vais pas, comme j'ai déjà donné beaucoup d'arguments contre l'ingérence, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais je vais souligner simplement quelque chose qui me frappe, y compris évidemment de Amnesty, qui dit à l'OTAN, s'il vous plaît, n'abandonnez pas les femmes afghanes, c'est qui est le nous. Et ce qui est très intéressant chez ces gens-là, c'est qu'en général, comme ce sont des gens qui sont souvent radicaux, ils ne s'identifient pas à leur gouvernement. Ils ne disent pas, nous devons prendre des mesures d'austérité, nous devons expulser les sans-papiers, nous devons faire... C'est ça. Ils sont toujours en contradiction avec le gouvernement. Je parle des organisations comme le NPA ou en France, ou des organisations radicales. Mais quand ils disent nous devons faire quelque chose, qui est le nous, c'est pas eux. Si eux veulent aller se battre, si eux veulent rejoindre l'armée syrienne libre, des choses comme ça, ils peuvent le faire. Ils parlent de brigades internationales et de l'Espagne, mais ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes, qu'ils aillent mourir là, s'ils veulent se battre, s'ils veulent. Ça, il n'y a personne qui les en empêche. Le problème quand ils disent nous, c'est en fait qu'ils font appel à leur gouvernement. Quand en Belgique on manifeste pour, parce qu'il y a toujours des manifestations pour le soutien à ceci et cela. Belgique, c'est le gouvernement, mais c'est le gouvernement belge qui va faire la guerre à la Libye et à la Syrie. Non, évidemment, non. C'est la France et l'Angleterre même pas. C'est pas l'Europe tout entière, c'est les États-Unis. C'est toujours les États-Unis. Pourquoi? Parce que dans les 1000 milliards de dollars que l'OTAN dépense, la plus grosse partie est dépensée par les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont développé ce système de surveillance mondiale qui leur permet de faire la guerre. C'est eux qui ont, la première nuit, détruit les défenses antiaériennes de la Libye. C'est eux qui interviendront s'il le faut en Syrie, etc. C'est eux qui ont la capacité. D'accord?
Parce que ces trucs-là coûtent très cher. Alors évidemment, on pourrait aussi dire, puisque les gens sont toujours dire qu'il faut tout faire pour sauver les pauvres malheureux qui sont victimes des dictateurs, bon, tout faire, d'accord, mais ils ne vont pas aller mourir eux-mêmes, ils ne vont pas envoyer leurs enfants, ils ne vont pas envoyer de troupes au sol. Parce que les troupes au sol, on a vu en Afghanistan, en Irak, etc., ça ne se passe pas toujours très bien, et finalement, on risque d'avoir des balles perdues dans la peau, c'est pas bon pour la santé, ils ont peur. Donc, ils ne vont pas envoyer de troupes au sol. Donc, ces guerres doivent être à zéro mort de notre côté. C'est-à-dire qu'elles doivent être faites par des bombardements massifs. Mais qui a les bombardements massifs, il faut d'abord se débarrasser des trucs antiaériens, parce que sinon vous avez des avions qui sont battus, etc. Donc il faut. C'est des guerres de haute technologie, et encore une fois, les seuls qui ont investi là-dedans pendant des décennies, ce sont les Américains. Et donc la question qui se pose réellement aux Européens, c'est allons-nous être les supplétifs des Américains comme on l'est en Afghanistan? C'est la seule chose qui se pose. C'est la seule question honnête qui se pose. Et le nous, finalement, c'est dire à nos gouvernements de s'aligner au nom des droits de l'homme derrière les Américains, qui interviendront quand ils veulent et où ils veulent. J'étais à une réunion, par exemple, je trouve ça surréaliste, mais une réunion du mois de la paix en Belgique. Il parlait de l'Afghanistan, du retrait des troupes belges en Afghanistan. Alors il disait, oui, mais vous comprenez exactement quand même, si on ne peut pas s'en aller comme ça, on ne peut pas laisser le pays dans le chaos, etc. Alors on a dit, écoutez, si les Américains s'en vont, vous partirez avant eux. D'accord? Vous ne resterez pas une seconde de plus que les Américains, parce que vous n'avez pas les moyens de rester, vous créez plutôt un petit morceau. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est évident que tout dépend finalement de la volonté des États-Unis, et c'est simplement la question de savoir si on veut s'aligner sur les États-Unis. Alors évidemment, là je vais défendre les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de citoyens, et on sent, il y a eu ces manifestations contre l'OTAN, il y a des gens qui disent, mais les guerres, ça fait 10 ans qu'on fait des guerres, ça ne marche pas, ça ne nous rapporte rien, on tue des gens, on se fait haïr par tout le monde, et on en a marre, on ne veut plus faire de guerre, on ne veut plus dépenser de l'argent pour ces guerres, parce que vous avez Occupy Wall Street, vous avez toutes sortes de gens qui manifestent contre l'austérité, tous ces gens disent, mais là, les 1000 milliards qu'on dépense, ou les 700 milliards qu'on dépense pour le Pentagone chaque année, pourquoi on n'utilise pas pour la santé, l'éducation, etc. Moi, je vais faire la même question aux écolos, aux verts, aux socialistes chez nous, qui veulent l'ingérence. Je vais dire, mais alors fermez les écoles, fermez les hôpitaux, fermez tout ça, faites comme les États-Unis et mettez l'argent dans le militaire, soyez au moins honnêtes. Parce que quand il y a eu la guerre en Libye, par exemple, Mme Eva Joly, qui était la candidate des Verts à l'élection présidentielle en France, qui s'oppose au défilé militaire du 14 juillet parce qu'elle est comme ça, écolo-bobo, donc elle est contre les trucs militaires, c'est très bien, on n'est rien contre, c'est utopique, mais ça ne me dérange pas d'être contre ça. Mais elle voulait des troupes au sol en Libye, parce qu'elle disait, elle était à 100% pour la guerre, elle disait, sans troupes au sol, ça ne marchera pas. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne veut pas de troupes sur les Champs-Élysées, il faut quand même des troupes pour envoyer des troupes au sol. Je veux dire, il y a quelque chose d'incohérent, et il faudrait, en plus, pour que ce soit à zéro mort, qu'on ait tout bombardé à l'avance avant de mettre ces troupes, et donc qu'on liquide, si vous voulez, que l'on dépense beaucoup plus d'argent pour le militaire. Bon. Alors, dernier point, donc ça c'est un peu la réponse, si vous voulez, à la gauche interventionniste, ou l'extrême gauche interventionniste. Dernier point, c'est le problème qui me paraît encore plus, qui n'est pas dans mon livre et qui était, si vous voulez, comment dirais-je, qui est lié à l'actualité, à l'évolution de la situation, c'est le problème du déclin d'Occident. Et le problème de la position dans le monde. Donc ici, donc la première image que je voulais montrer, que je vais vous montrer, je vais raconter, c'est celle d'Amnesty. Et la deuxième, c'est une caricature du China Daily que j'aime beaucoup, où vous voyez les Occidentaux avec un bouclier antimissile. Donc il y a un type armé, un bouclier antimissile. Bon. Et puis vous voyez des pieds squelettiques où il est marqué dette. Et les pieds squelettiques sont dans la boue, et dans la boue il est marqué Afghanistan. C'est très joli, je trouve une très belle image que les Chinois ont trouvée pour caractériser la situation de l'Occident. Donc on est massivement endettés à leur égard, et puis on va commencer à les menacer, à leur faire la leçon. Il ne faut pas rigoler quand même. À un moment donné, il faut se rendre compte des rapports de force. Donc je pense que, de nouveau, je reviens à la décolonisation comme plus grande transformation sociale du XXe siècle. Quand j'ai été il y a des années à Shanghai, j'ai vu un parc dont les Chinois avaient laissé, ce qui à l'époque des concessions, donc ils avaient été forcés par les impérialistes de concéder des parties, des ports, etc. aux Britanniques, et il était marqué dans ces concessions britanniques, parc interdit aux chiens et aux Chinois. Non, il n'y a pas de danger qu'on fasse ça aujourd'hui. Et ce que je voudrais faire remarquer, je voudrais citer de nouveau, je suis désolé, c'est peut-être embêtant que je cite, mais je préfère citer que paraphraser, parce que moi, j'ai l'avantage d'être précis et de faire dire aux gens ce qu'ils disent, pas rentrer des trucs qu'ils ne pensent pas. Je vais citer un économiste britannique du début du XXe siècle qui s'appelait Hobson, et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Imperialism Study, en 1902. Ce livre a été cité par Lénine, et c'est un peu comme ça qu'il est célèbre, mais le livre est vraiment très intéressant en lui-même, et plus nuancé que Lénine, mais il envisage l'avenir de l'impérialisme. Et il l'envisage d'une façon qui me paraît extraordinairement lucide
en ce qui concerne les pays impérialistes. Il ne parle pas du tiers-monde, il ne parle pas de l'exploitation, il parle de l'effet que ça a sur nos pays. Et à un point, à une différence près importante à laquelle je vais venir après, à mon avis, il a tout à fait raison. Donc il dit, une grande partie de l'Europe occidentale pourrait, à l'avenir, prendre l'apparence et le caractère convenant des parties de ces pays, le sud de l'Angleterre, la Riviera, des régions d'Italie et de Suisse, les plus fréquentées des touristes et peuplées de gens riches. À savoir, d'une petite poignée de riches aristocrates, recevant des dividendes et des pensions du lointain Orient, avec un groupe un peu plus nombreux d'employés professionnels et commerçants, et avec un nombre plus important de domestiques et d'ouvriers occupés dans les transports et dans l'industrie travaillant à la finition des travaux manufacturiers. Quant aux principales branches d'industrie, elles disparaîtraient, et la grande masse des produits alimentaires et semi-ouvrés affluerait d'Asie et d'Afrique comme un tribut. Telles sont les possibilités que nous offre une plus large alliance des États d'Occident, une fédération européenne des grandes puissances. Celle-ci, loin de faire avancer la civilisation universelle, pourrait constituer un immense danger de parasitisme occidental. Détacher un groupe à part de nations industrielles avancées, dont une classe supérieure recevrait un énorme tribut de l'Asie et de l'Afrique, et entretenir, à l'aide de ce tribut, de grandes masses apprivoisées d'employés et de serviteurs, non plus occupés à produire en masse des produits agricoles et industriels, mais rendant des services privés ou accomplissant sous le contrôle de la nouvelle aristocratie financière des travaux industriels de second ordre. Que ceux qui sont prêts à rejeter purement et simplement cette théorie comme ne méritant pas d'être examinés, méditent sur les conditions économiques et sociales des régions de l'Angleterre qui sont déjà arrivées à cette situation. Qu'ils réfléchissent à l'extension considérable que pourrait prendre ce système qui deviendrait possible si la Chine était soumise au contrôle économique de pareils groupes de financiers, de placeurs de capitaux, de leurs fonctionnaires politiques, des employés de commerce et d'industrie, qui drainent les produits du plus grand réservoir potentiel que le monde ait connu afin de les consommer en Europe. Alors après, il dit qu'évidemment la situation est trop complexe et qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais je voudrais rapporter cet extrait à un article récent du New York Times, enfin de janvier de cette année, qui raconte une rencontre, quand il était vivant, forcément entre Obama et Steve Jobs. Et Obama demande à propos d'Apple, il dit pourquoi est-ce que le travail d'Apple ne peut pas être fait ici, c'est-à-dire en Amérique. C'est d'ailleurs assez intéressant, on voit que Steve Jobs, on va promener Obama, on se demande qui a le pouvoir là, mais bon. Et Steve Jobs dit ces emplois ne reviendront pas. Et puis l'article du New York Times continue. Il explique qu'Apple devait faire un travail en urgence. Il a donné un coup de fil à une usine, un sous-traitant en Chine qui s'appelle Foxconn. Et ils ont réveillé 8000 ouvriers dans les dortoirs, ont donné un biscuit, une tasse de thé, ils ont fait travailler 12 heures d'affilée, après quelques heures ou quelques jours, les produits d'Apple, iPod ou je ne sais pas quoi étaient produits en quantité suffisante. Et les conseillers d'Obama, dans l'article, disent si c'est ça le capitalisme, on devrait être préoccupé. Si c'est ça comment dirais-je, ils disent aussi que dans le temps, je ne sais pas si c'est vrai que dans le temps, les patrons avaient un certain respect pour leurs travailleurs, etc. en Occident, mais que maintenant, simplement, le profit, c'est des eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx à propos du développement du capitalisme, et qu'il n'y a plus que ça qui compte. Bon. Alors, le grand problème, c'est ceci. C'est que ça correspond tout à fait à ce que dit Hobson. On fait produire les choses, on a des détenteurs de capitaux, donc Apple, on fait produire les trucs en Chine, on les consomme en Europe ou aux États-Unis, et encore plus aux États-Unis qu'en Europe, et on a ce parasitisme occidental. Mais avec une très très grande différence, c'est que nous ne contrôlons plus le reste du monde, à cause de la décolonisation. Particulièrement, on ne contrôle pas la Chine, on ne contrôle pas l'Inde, on ne contrôle pas l'Amérique latine, etc. Et donc vous avez ce qu'on appelle les pays émergents. Et les pays émergents, évidemment, les pays émergents, ce sont des pays qui ont été, si on veut, colonisés ou semi-colonisés dans le temps, et qui maintenant, non seulement se sont débarrassés du colonialisme, mais en plus, à cause de ces histoires de transfert de capitaux et de volonté des capitalistes de gagner un maximum d'argent en payant un minimum de salaire, créent une situation totalement bizarre, où d'une certaine façon, c'est vrai qu'un nombre croissant de gens ici vivent d'une certaine façon de l'exploitation de ces pays, mais d'autre part, en termes de rapport de force entre pays, nous n'avons pas le rapport de force de maintenir ce rapport d'exploitation éternellement. Et donc je pense que notre situation d'occidentaux est dans une situation extrêmement précaire, parce que nous avons un non-développement non durable, c'est-à-dire nous avons une situation qui ne peut pas être durable parce qu'elle est basée sur une exploitation qui n'est pas fondée sur un rapport de force. Le rapport de force n'existe plus. Alors je vais terminer là-dessus en signalant que le problème de l'ingérence, de la politique d'ingérence, et de la folie à l'état pur. C'est-à-dire, au départ, quand j'ai écrit le livre, je pensais effectivement en termes des effets que ça avait sur le reste du monde, mais je pense que non seulement les effets sur le reste du monde sont terribles, mais aussi les effets, on peut gagner en Libye, on peut peut-être gagner en Syrie, mais
si on prend les BRICS dans leur ensemble, si on prend l'Amérique latine, l'Asie dans son ensemble, etc., c'est évident qu'ils s'émancipent de nous et c'est évident qu'eux n'ont pas envie de notre politique d'ingérence. Et c'est évident qu'ils ont, par exemple, ils ont déroulé, les Russes et les Chinois ont déroulé dans la farine dans les affaires de la Libye, ils n'aiment pas ça, et l'Irak a fait ça aussi, on crée des contre-pouvoirs contre nous. Et on n'a pas le rapport de force pour contrer ces contre-pouvoirs. Donc nous sommes en train d'avoir une politique qui, du point de vue de l'intérêt de l'Occident, l'intérêt bien compris de l'Occident, est suicidaire. Évidemment, c'est très bien pour les détenteurs de capitaux, mais pour la population dans son ensemble, ça mène à une situation où on ne peut plus vivre que, pour le dire simplement, les gens perdent leur emploi, les emplois sont délocalisés, et puis ils ont des allocations de chômage, je ne sais pas, ou une pension, des trucs comme ça, et avec ça, ils peuvent acheter des produits bien bon marché venus de ces pays où on a délocalisé leur emploi. Et ça ne peut pas durer éternellement, sauf si ces pays étaient réellement colonisés, mais ils ne le sont plus. Et donc ça ne peut pas durer éternellement. Alors pour terminer sur la folie dans laquelle on est tombé, je vais citer une résolution qui a été adoptée par le Parlement américain, House Resolution 568, il y a quelques jours, enfin le 14 mai ici, qui est un vote d'une résolution à propos du nucléaire iranien. Et la résolution demande du président de considérer qu'il est inacceptable que l'Iran ait une capacité d'avoir des armes nucléaires, donc on ne parle pas de détention d'armes nucléaires, mais la capacité d'avoir des armes nucléaires, et l'opposition à toute politique qui se baserait sur l'endiguement uniquement pour faire répondre à la menace nucléaire iranienne. Donc l'endiguement, évidemment, ça veut dire la stratégie de la dissuasion. C'est ce qu'il y avait pendant la guerre froide, c'est l'arme nucléaire française, c'est ça, c'est de la dissuasion. L'arme nucléaire iranienne, évidemment, serait de la dissuasion de leur point de vue. Ils ne vont jamais l'utiliser en premier, ils seraient assassinés tout de suite. Donc, ils ne vont jamais l'utiliser en premier. Mais on fait monter les enchères, on fait monter l'agitation. Évidemment, ce sont les organisations pro-israéliennes qui font ça, parce que eux-mêmes, à mon avis, ont des fantasmes sur le risque que ça représenterait pour eux, mais ils veulent l'hégémonie nucléaire au Moyen-Orient, et c'est de la pervers comme une bombe iranienne, et même le nucléaire civil iranien. Ils considéraient que c'est inacceptable. Et donc ils font voter aux États-Unis une loi qui lie les mains du président américain et qui l'oblige à adopter une politique dont la seule issue théorique, c'est la guerre. On peut espérer qu'il contourne la résolution et qu'il n'applique pas, mais la logique de la résolution, c'est la guerre. Parce que la logique de la résolution dit que vous ne pouvez pas accepter même la capacité du nucléaire. La capacité nucléaire, c'est un truc très vague. Et vous ne pouvez pas non plus y faire face en disant on a beaucoup plus d'armes que vous et de toute façon, n'utilisez pas en premier, on ne peut pas faire du containment, on ne peut pas faire de l'endiguement, on ne peut pas faire de la dissuasion. Donc la solution, c'est la guerre. Alors c'est aussi assez comique que dans cette résolution, il s'engage, alors ça c'est quand même de nouveau un peu la folie de notre volonté de dominer le monde, de dominer le monde d'une certaine façon, il s'engage aussi à ce que les États-Unis défendent le caractère juif de l'État d'Israël. Et comme le fait remarquer Ron Paul, qui est un type de droite, mais c'est le seul, malheureusement, qui réagissent à ce genre de choses, il dit, la Constitution américaine dit que les États-Unis et leurs forces armées doivent défendre le territoire des États-Unis, mais pas la composition ethnique d'un autre État. D'accord ? Mais on est arrivé à un degré de folie tel que ils peuvent... moi, je veux bien que... Ce n'est même pas la question de savoir si moi je veux ou pas que l'État d'Israël soit juif ou pas. C'est pas ça la question. C'est le degré de folie où on arrive à un État occidental qui vote une résolution qui décide la composition ethnique d'un autre État et de dire que les forces armées américaines doivent être engagées pour le défendre. Et idem, alors, indirectement, c'est vraiment lié à la menace sur l'Iran. Moi, je prétends que notre politique est incroyablement arrogante, qu'elle n'est acceptée par personne, qu'elle n'est pas basée sur un rapport de force que nous pouvons maintenir, qu'elle profite évidemment, à cause des localisations et des profits à court terme, à nos capitalistes, mais qu'elle va nous retomber dessus avant plus de temps. Et je pense que c'est très important de réfléchir, de s'ouvrir au reste du monde, d'accepter un monde multipolaire et d'accepter une politique de paix. Et je pense aussi que la gauche de l'ingérence, la gauche de l'intervention, se trompe complètement et qu'au contraire, elle devrait mettre tout en œuvre pour exiger des gouvernements occidentaux qu'ils respectent strictement les principes du droit international. Merci. On fait juste 3 minutes de pause et puis après on peut faire une séance de questions pour ceux qui ont des questions. Donc préparez vos questions et on va reprendre avec ça. J'ai pas parlé de ça.
qui se... Bon, la citation, on peut la dire complètement, qui justifie... Moi, je m'en fous qu'Israël fasse partie de l'Eurovision ou du Football Club One Ball, mais sur d'autres points de vue politiques, à mon avis, c'est important et délicat, surtout quand on pense à l'aide détruite de l'Europe aux Palestiniens. Bien sûr. Bien sûr, il y a quelques années, oui. Oui, bien sûr. Il y a tout un livre qui a été écrit par David Cronin sur l'aide de l'Union européenne à Israël. Et quand j'ai cité Solana dans l'article que je crois que c'est dans ma partie du livre de Michel Colomb, je l'ai cité parce que je voulais montrer la soumission, parce que je pense que c'est vraiment une question de soumission plus qu'autre chose, des élites européennes au groupe de pression pro-israélien. Je ne pense pas qu'il a réellement intérêt à ce qu'Israël fasse partie de l'Europe, mais s'il dit ça, c'est un truc politiquement correct à dire, c'est comme ça que je vois les choses, moi personnellement, je ne pense pas qu'ils ont réellement intérêt. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que par exemple il y avait des accords de coopération entre l'Europe et Israël, je crois en 2002, il y a une université française qui s'appelait Paris 6, qui a demandé qu'on suspende ces accords à cause de conventions sur les droits de l'homme qui n'étaient pas violées. Et il y a eu une attaque contre eux, c'est comme ça, on ne peut jamais oublier ces attaques si on veut comprendre la relation entre l'Europe et Israël. Il y a une attaque mais vraiment de type Blitzkrieg où il y a eu, ils ont fait cette résolution en février, je crois 2001, en décembre je crois 2001, et en janvier il y avait une pétition contre eux avec 10 prix Nobel, 20 000 signatures, une attaque dans les médias, les rouges blancs, blouses blanches, Roger Gérard Slama, des attaques de tous les côtés dans les médias, manifestations avec BHL, Langue, etc. sur le parvis de Paris 7, de Paris 6, et les types se sont fait complètement annihiler. Donc effectivement, le problème que j'ai voulu souligner dans le livre, c'est que dans la situation actuelle aux États-Unis et en Europe, il est tellement difficile de s'opposer concrètement à Israël. Pas oui, on est pour un processus de paix, on est pour 2 États, etc. Donc vous faites des phrases générales, ça va, mais si vous prenez des mesures concrètes, vous dites pourquoi est-ce que l'Europe maintient ces accords-là, pourquoi est-ce qu'on a ces accords de coopération, etc., alors vous vous faites assassiner. Et de nouveau, je pense, c'est une de mes critiques que je fais de mes amis progressistes, c'est que souvent, ça change un petit peu, mais beaucoup de progressistes rentrent là-dedans, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, etc. Ils marchent là-dedans, alors on interdit un truc après l'autre, on poursuit les personnes, on les diffame, etc., etc. Et tant que ça continuera, rien ne changera sur la question. Ça, c'est la question spécifique. Ça, c'est quelque chose d'un peu différent de ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé du cadre général de l'ingérence. Mais si on parle de la politique israélienne, des liens entre Israël et l'Europe ou les États-Unis, pour moi, le verrou qu'il faut faire sauter, c'est la possibilité pour les hommes politiques, les individus, les intellectuels, etc., de dire ce qu'ils pensent et de ne pas se contenter de platitudes. Parce qu'évidemment, si on est pour une solution à 2 États, il faut bien se rendre compte que Netanyahou aussi sont pour une solution à 2 États. Tout le monde est pour une solution à 2 États. Peut-être que l'État palestinien est sur l'autre face de la Lune, mais tout le monde est pour un État. Et tant qu'on ne dit pas plus concrètement ce qu'on veut et qu'on n'aborde pas le problème des réfugiés, le problème du droit international, etc., on n'a rien dit. Et tant qu'on n'aborde pas le problème de comment faire pression sur Israël pour qu'il change, parce que tant que c'est dans les paroles, ça ne change rien. Et ça, c'est aussi un autre problème que j'ai avec le droit international. Mais vous avez commencé avec une remarque à propos de Betati et Bahreïn. Hein? Betati pour le droit humanitaire, ah, oui. et puis Bahreïn pour l'attitude de la Suisse. Oui, le problème de l'attitude de la Suisse, moi j'ai jamais dit que... J'ai simplement dit que j'étais favorable au principe de... Comment dirais-je oui, bon. En général, je défends... Bon, c'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas. En général, je défends le commerce. Je ne veux pas dire le commerce tous azimuts ou le commerce... On peut mettre des entraves au commerce, mais je suis contre les embargos, par exemple. Je suis contre les mesures, les sanctions unilatérales. En général, je trouve qu'il vaut mieux faire des commerces, sauf le commerce des armes. Ça, j'estime qu'il faut lutter contre le commerce des armes. Mais le commerce, y compris tout le commerce civil, etc., moi j'ai une attitude très libérale du XVIIIe siècle par rapport à ça. Je ne dis pas que le commerce est bon nécessairement en tous les cas sur le plan socio-économique, mais c'est vrai que le fait de garder des relations commerciales est une façon de garder des contacts, de se parler, etc. Ça, c'est une bonne chose par opposition aux embargos et aux sanctions. Je suis même contre la politique des sanctions, qui est de nouveau souvent soutenue par les gens qui se pensent être progressistes, parce qu'ils pensent qu'il faut prendre des sanctions. Moi, je trouve que justement, il vaut mieux garder des relations économiques, mais pas des armes. Ça, c'est vrai. Monsieur d'avant. Ah, monsieur d'avant. Levez-vous, posez-la. Oui, et distribue, David. Oui. C'est à toi de distribuer la parole.
Bon. Vous reprochez à la gauche d'être en partie, de manquer en partie d'honnêteté et de cohérence. Et je dois admettre que votre exposé est honnête et cohérent. Et je vous félicite d'être honnête, je ne vous félicite pas d'être cohérent. Et je m'explique, c'est le sens de ma question. Comment voulez-vous une cohérence et l'absence de deux poids, deux mesures dans un monde où il y a deux principes aussi incompatibles que la souveraineté et les droits de l'homme? Je veux dire, comment, quelle position prendre face à Lincoln et à la question de la guerre civile américaine? Quelle attitude prendre face à l'apartheid? Attendez, ce sont tous des cas différents. Ce sont tous des cas différents. Mourir pour Danzig, etc. Il n'y a pas de cohérence possible dans ce domaine. Il n'y a que des demi-mauvaises solutions. Donc c'est ça qu'on doit décider. Quelle est la moins mauvaise demi-solution, demi-erreur? Je comprends, ok, ça c'est intéressant, mais je ne comprends pas très bien. Bon, quel est... D'abord, premièrement, il faut bien se rendre compte que si vous parlez d'exemples d'avant 1945, on parle d'une période où, si vous voulez, le droit international tel qu'il est, il a existé depuis le traité de Westphalie, si vous voulez, mais le droit international n'existait pas au sens où je l'ai défendu, d'accord? Et il a été créé en grande partie en réaction, justement, au problème de la guerre. Bertrand Russell, par exemple, disait que discuter des responsabilités de la Première Guerre mondiale, c'est comme discuter des responsabilités d'un accident de la route dans un pays où il n'y a pas de code de la route. Et je pense que c'est assez profond, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de droit international, effectivement, il n'y a pas de moyen de dire que tel ou tel État a raison ou tort. Ça, à mon avis, ça tient compte de Lincoln et de Danzig. Enfin, de Lincoln, moi je ne sais pas quelle est la question. C'était une question interne. C'était une question interne aux États-Unis, il n'y a personne qui était intervenu. Quoi? Du point de vue sudiste, puisque les sudistes voulaient devenir un pays indépendant, ils considèrent que c'est une ingérence. Mais je veux dire, on peut trouver des tas de cas qui seraient plus clairement... Ils n'ont pas fait la guerre pour les droits de l'homme. Le problème, évidemment, c'est que, bon, le problème, c'est que la guerre de sécession n'est pas faite pour les droits de l'homme. Il ne faut pas imaginer qu'elle a été faite à cause de l'abolition de l'esclavage, puisque l'abolition de l'esclavage a été déclarée en réaction à la sécession. C'est vrai qu'il y avait le conflit sur l'esclavage, mais la guerre de sécession a eu lieu pour empêcher la sécession. Et il paraît même que les nordistes ont vendu leurs esclaves au sud avant de déclarer. Et ça, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, le fait que le nord a voulu reprendre le sud, c'est parce qu'il ne voulait pas la sécession du sud. Ça, la question des sécessions, c'est un problème qui n'est pas résolu à stricto sensu par le droit international. Tout ce que je dirais, c'est que, donc ça, bon, ce cas-là, alors l'histoire de mourir pour Danzig, si vous voulez, c'est comme Munich. Donc Munich, c'est le moment où les Anglais, les Français acceptent avec les Italiens et les Allemands de négocier l'abandon des Sudètes, et puis vous avez le problème de Danzig. Et le problème de Danzig, il ne faut pas oublier, c'est vrai que donc Danzig, c'était une ville qui était en fait à 95%, je crois, germanophone, mais qui était d'une certaine façon entourée par la Pologne, en partie en Pologne. Et ça, c'est le problème, si vous voulez, du traité de Versailles. C'est-à-dire la façon dont le traité de Versailles a été négocié, quand il y a eu ce traité, Keynes a dit, en 1919, il a dit qu'un traité pareil, une nouvelle guerre dans 20 ans. Au moins que c'est un hasard, mais c'est une des rares prédictions en sciences sociales qui est vérifiée à la date près, quoi. Parce qu'il y a eu une guerre après dans 20 ans. Et je pense qu'on ne peut pas discuter de toutes ces questions, parce que les gens qui sont favorables à l'ingérence donnent toujours ces exemples-là pour justifier l'ingérence. Ils disent, voilà, on n'a rien fait à ce moment-là. D'abord, pour Danzig, c'est pas vrai qu'on n'a rien fait. Il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale a commencé, enfin, ce chapitre-là a commencé avec la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne. C'est pas l'inverse, c'est la France et l'Angleterre qui ont fait déclarer à l'Allemagne. Évidemment, ils n'ont rien fait, mais la question c'est que pouvaient-ils faire? Ce n'était pas si simple. C'est très facile a posteriori de dire militairement, ils ont dû faire ci, ils ont dû faire ça. Mais lancer des troupes, envahir l'Allemagne alors qu'ils ne pouvaient rien faire en Pologne même, c'était pas si simple. Et le problème, à mon sens, de pacifisme, il ne faut pas me traiter de pro-nazi, mais de pacifisme, c'est ceci. C'est que quand ils avaient mal foutu le traité de Versailles, ils ont été trouvés, il y a eu ce problème de Danzig, des Sudètes, mais après ils ont donné des garanties à la Pologne qu'ils ne pouvaient pas honorer. Donc quand il y a eu l'annexion de la Tchécoslovaquie, Chamberlain, qu'on a toujours critiqué pour les Sudètes, a changé d'avis. Le Premier ministre britannique, il a changé d'avis, il a offert des garanties à la Pologne. Il a dit on va défendre des garanties à la Pologne. Ce qui a rendu la Pologne, d'une certaine façon, très dure dans la négociation avec l'Allemagne. Or, il y avait des choses à discuter à cause du traité de Versailles. Je ne dis pas qu'ils auraient pu négocier avec Hitler, ça n'en sait rien. Mais le fait est qu'ils ont pris une position très dure qui a mené à l'invasion
il y avait quelque chose d'absurde dans la position anglo-française, dans tous les cas, lors du traité de Versailles, et puis lors des garanties de la Pologne. Donc, moi, je dis ça parce que je ne suis pas d'accord. Je pense que la cohérence est importante. Et je pense, de nouveau, évidemment, vous pouvez dire que je suis utopiste, mais je pense qu'un monde de paix serait bien meilleur pour les droits de l'homme qu'un monde où une alliance militaire dépense 1 000 milliards de dollars par an pour faire peur à tout le monde, mettre des bases un peu partout et faire survoler l'espace aérien par tout le monde. Et quand je discute avec des gens qui sont pour la guerre et qui me disent qu'il faut agir dans l'urgence, je pourrais leur dire, ok, maintenant Kadhafi est parti, alors vous réfléchissez à quoi vous parlez de quoi? Mais non, on va s'attaquer à la Syrie. Quand on sera attaqué à la Syrie, on va s'attaquer à l'Iran. Là, ils vont peut-être se casser la figure. Mais le problème, c'est qu'évidemment, en faisant ça, on a des faits barricades, c'est-à-dire qu'on a des coalitions qui se font contre nous. La Russie, la Chine, l'Iran, etc. Et s'ils s'attaquent à l'Iran, je pense que ça va vraiment aller très très loin. Or, c'est l'Iran qui est la cible, in fine, c'est pas la Syrie. Et donc, parce que c'est de nouveau la cible d'Israël, et que de nouveau, il y a un facteur qu'on ne peut jamais oublier dans cette affaire, il n'y a pas que l'idéologie des droits de l'homme, il n'y a pas que les intérêts économiques, il y a aussi la question du sionisme, qu'on ne peut pas négliger, et qui joue un rôle spécifique, il ne règle pas tout, mais il joue un rôle spécifique dans ces conflits. Et donc, moi, je maintiens mon plaidoyer en faveur de la paix, une politique de paix, une politique de désarmement, une politique de coopération, une politique de monde multipolaire. Non seulement elle va s'imposer à nous, quoi qu'on fasse, mais elle me paraît cohérente. Et l'apartheid, il n'y a personne qui avait la guerre. Le problème de l'apartheid, on ne peut pas utiliser l'apartheid, on ne peut pas utiliser le fait que des gens ont prôné le boycott d'apartheid, ça je ne suis pas contre, qu'on prône le boycott de l'apartheid. Mais l'apartheid a été soutenu par les États-Unis, par l'Angleterre, jusque pratiquement au bout. Donc on ne peut pas utiliser l'apartheid en disant, voilà, il faut être contre l'ingérence. Si vous êtes contre l'ingérence, ils auraient jamais dû soutenir l'apartheid, comme ils ne devraient pas soutenir Israël. Donc moi, je ne leur demande pas de s'ingérer pour soutenir les Palestiniens, je leur demande de plus s'ingérer pour soutenir Israël. Oui, monsieur, d'abord. Je voudrais vous remercier encore une fois pour votre excellent exposé, qui était à mon sens honnête et cohérent, et de bonne vision de l'avenir. Et je vais vous dire pourquoi est cohérent. Car vous avez mentionné 3 facteurs, 3 mots-clés pour la paix, l'égalité, la démocratie. Je voudrais ajouter que la Charte des Nations Unies mentionne en premier lieu la coopération et la non-menace par la non-résolution des crises par la force, et ni s'abstenir de menacer par la force. Lorsque la question des droits de l'homme, on peut le résoudre, et là la cohérence, par la coopération et par le dialogue, c'est pas seulement 1000 fois, de loin mieux que par la guerre, par la violence, qui peut engendrer encore des violations plus graves, comme c'est le cas en Libye. Et je voudrais à cet égard ajouter que les Nations Unies, depuis 1970, lors de la 25e Assemblée des Nations Unies, a pris une résolution dans ce sens, d'inciter les États n'est pas former des militaires, n'est pas aider les mercenaires, n'est pas... Et c'est la résolution 26-25 de 25e anniversaire des Nations Unies. Donc, elle précise bien que la formation des militaires pour s'ingérer dans des affaires d'un autre État, c'est prohibé par le droit international et c'est considéré comme agression. Et de point de vue juridique, agression, ça veut dire crime contre la paix. Et c'est la première chose que vous avez mentionnée pour la paix. Alors, c'est pour cette raison, il y a encore un facteur que vous l'avez mentionné indirectement, les sanctions économiques à propos de l'Irak. 13 années de sanctions économiques avec l'usage de l'uranium appauvri qui a tué pratiquement plusieurs millions de peuples irakiens et qui a permis à l'invasion de l'Irak. Et ceci pour vous dire que la politique, et là je vais vous poser la question concernant la résolution américaine, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des contradictions entre l'engagement des États-Unis d'Amérique auprès de l'Agence nucléaire de l'énergie à Vienne, et qui mentionne bien le droit à tous les États d'avoir
nucléaire pacifique. des capacités, les sciences nucléaires pour des fins pacifiques et empêcher la capacité d'avoir ces sciences. Donc, mais il y a il y a une question de deux poids de mesure. Et je me rappelle qu'une fois j'ai lu un article d'un conseiller juridique de Claire à l'époque, avant l'invasion de l'Irak, qui disait que l'Occident ne devrait pas avoir peur d'utiliser le mot deux poids de mesure, car les deux poids de mesure entre occidentaux, nous sommes pays démocratiques, mais contre les autres pays, il faut les massacrer. Et je vous remercie. Ouais. Ça, c'est le... Oui, je cite quelque part ce monsieur, c'était un des conseillers clairs qui disait que les États occidentaux devaient s'habituer, bon, avec des États postmodernes, comme il dit, les relations sont normales, etc., mais avec des États qui vivent encore dans la barbarie, il faut s'habituer aux méthodes du XIXe siècle, etc., etc. Bon, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec l'idée qu'il y a une contradiction entre le principe des droits de l'homme et le principe du droit international, parce que je pense que c'est simplement parce que, évidemment, comme j'ai été invité par des Nicaraguayens à parler à l'Assemblée générale de l'ONU, à propos de la responsabilité de protéger, j'ai dit, vous n'avez pas réussi, et j'ai donné tous les exemples des guerres américaines, à faire ce qui était votre mission principale, qui était de prévenir, d'épargner à l'humanité le fléau de la guerre. Et vous allez maintenant vous mettre une nouvelle tâche qui est de protéger les populations civiles, d'utiliser la guerre pour protéger les populations civiles, parce que c'est ça ce qui se passe, alors que vous n'avez pas résolu votre première tâche, mettez-vous pas une deuxième tâche qui est en contradiction avec la première, vous n'avez toujours pas réussi la première, on accepterait ça de personne. Et moi je ne suis pas d'accord qu'il y ait une contradiction, je pense qu'il y a un discours sur les droits de l'homme qui permet de légitimer une concentration de pouvoir à l'échelle mondiale entre les mains de certains pays, et que cette concentration de pouvoir en elle-même est hostile aux droits de l'homme dans ses effets structurels. Ce que je reproche à Amnesty, à toutes les organisations, c'est toujours faire des analyses. On analyse un facteur, les femmes afghanes aujourd'hui, et puis on demande à l'OTAN de venir la défendre, comme si c'était à l'OTAN qui allait résoudre ce problème. Alors que si on réfléchissait globalement à une politique de paix, de coopération, de désarmement, de monde multipolaire, je pense que la situation des droits de l'homme s'améliorerait. Ça, c'est ce que je pense. Mais je vais vous donner encore des exemples, par exemple, de résolution de l'ONU. Parce que rien que voir ces votes aux Nations Unies montre d'une certaine façon l'hypocrisie du discours sur les droits de l'homme. Bon, c'est des votes assez anciens, parce que je les ai pris dans un livre ancien. 11 décembre 80, respect des droits de l'homme par Israël dans les territoires occupés, 118 à 2. Les deux, c'est États-Unis d'Israël. En 80, déclaration de non-utilisation, tenez-vous bien, d'armes nucléaires dans des pays non nucléarisés, 110 à 2, États-Unis, Albanie. 81, antiracisme, condamnation de l'apartheid en Afrique du Sud et en Namibie, 145 à 1, États-Unis. Les seuls qui votent contre cette déclaration. Création d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. Tiens, vous avez entendu le nucléaire? 107 à 2, États-Unis, Israël. Tout ça, c'est en 80. 80, déclaration du droit à l'éducation, au travail, à l'aide sanitaire et à une alimentation adéquate et au développement économique comme partie intégrante des droits de l'homme. Ce qui fait en fait déjà partie de la Déclaration universelle, 135 à 1, États-Unis. Nécessité d'une convention sur l'interdiction des armes chimiques et bactériologiques, d'armes de destruction massive, vous avez entendu parler? 95 à 1, États-Unis. Bon. Alors, il ne faut pas se moquer du monde. Je veux dire, évidemment, ces résolutions aux Nations Unies sont symboliques, mais quand même, c'est aussi significatif que il n'y a que les États-Unis et Israël, en ce qui les concerne, qui votent contre ce genre de déclarations qui sont peut-être des bonnes intentions, mais qui sont peut-être des déclarations. Merci de votre présence. C'est pas une question de savoir que vous êtes contre le droit d'ingérence. Donc maintenant, c'est simplement revenez en arrière 2 ans, par exemple, et du concret, par exemple. Comment est-ce que vous auriez conseillé Kadhafi, par exemple, en vue de son agression, de son invasion? C'est-à-dire, comment vous l'aurez conseillé? Qu'est-ce que vous lui aurez dit de faire, de ne pas faire? Donc c'est ma question, sachant qu'il allait se faire attaquer. Ma deuxième question, c'est plutôt, j'aimerais que vous réagissiez sur le comportement en fait des présidents qui ont été envahis, que ce soit Saddam ou Kadhafi. Donc je veux savoir s'ils n'ont pas, entre guillemets, cherché, ils n'ont pas provoqué cette guerre. C'est-à-dire que ce soit Saddam avec les Kurdes, ou que Kadhafi avec vraiment la mauvaise image qu'il donnait de lui dans le monde entier, avec les infirmières bulgares. En tout cas, c'est comme ça que nous, jeunes Européens, on a vu les choses, avec les femmes bulgares, avec 2-3 autres histoires, etc. etc. Donc, comment est-ce que vous aurez conseillé Kadhafi, et quelle est votre réaction sur le comportement de ces présidents justement qui ont été envahis? Bon, je vais répondre, mais d'abord je tiens à dire que je n'aime pas trop faire de la politique imaginaire, c'est-à-dire j'aime pas trop dire, c'est justement un des messages que j'essaie de faire passer, essayons de nous occuper de nos affaires et de nos propres pays,
Et je n'ai pas envie de me mettre à la place de Kadhafi, de Saddam, etc. Et de dire ce qu'ils auraient, quand ils ne m'ont pas consulté. Et s'ils m'avaient consulté, j'aurais refusé de leur donner des conseils parce que je n'ai pas de conseils à leur donner. Je ne suis pas à leur place, je ne suis pas dans la situation, je ne connais pas tous les problèmes. Mais le problème que je pourrais conseiller à vous et aux jeunes, comme vous dites, c'est de faire attention à l'information. Par exemple, l'histoire des infirmières bulgares. Quand il y a eu le début de la guerre en Libye, la Bulgarie s'est plainte du soutien qu'on apportait aux rebelles à Benghazi, parce que c'était justement certains de ces rebelles, enfin, ou un de leurs dirigeants, j'ai oublié son nom, qui était le responsable de la condamnation à mort des infirmières bulgares. Et je pourrais vous donner des articles que moi je n'ai pas écrits parce que je ne suis pas spécialiste là-dessus, qui montrent que justement il y avait un conflit, si vous voulez, qui était latent entre Tripoli et Benghazi, qui était là, qui existe probablement encore maintenant, où justement le problème des infirmières bulgares qui étaient jugés à Benghazi était en conflit justement, et que Kadhafi en fait essayait de trouver une solution qui permettrait d'une certaine façon de satisfaire les gens là-bas qui en voulaient aux infirmières bulgares et aussi de céder aux pressions occidentales qui étaient de nouveau liées à l'embargo. Un embargo qu'on avait imposé à cause de... Il y a beaucoup de choses à dire sur la désinformation. Il y a aussi l'histoire de Lockerbie. L'histoire de Lockerbie, je ne vais pas revenir là-dessus, mais là je suis absolument convaincu que c'est un coup monté contre les Libyens. Que Lockerbie n'a pas été le fait des Libyens, il n'y a aucune preuve. Les seules preuves qu'ils ont, c'est qu'il y avait 2 Libyens à l'aéroport de Malte qui auraient soi-disant mis une bombe dans un avion qui était à Francfort, et puis à Londres, et puis au-dessus de l'Écosse, et qui explosait à Lockerbie. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire. Et on n'a aucune preuve contre eux, sauf le fait qu'on a reconnu ces agents comme ayant acheté un foulard dans un magasin des trucs qu'on a retrouvé dans l'avion près des débris de la bombe, c'est tout. Tout ce qu'on a contre eux. Et on a pris 2 agents libyens, on a pris les 2, et en fait, les 2 étaient totalement identiques, il y en a condamné un, on a libéré l'autre. Parce que dans le tribunal avait mauvaise conscience, mais il ne pouvait pas, vu la pression de l'opinion, ne pas condamner un des types, et il pensait qu'une cour supérieure reverrait le cas et probablement libérait. La cour supérieure a été empêchée de juger, donc le type est resté en prison, et puis finalement on l'a libéré, soi-disant pour des raisons de santé. Il est mort il y a quelques jours, donc il y a des raisons de santé, et quand il est sorti, la presse occidentale s'est encore déchaînée contre lui. Méfiez-vous de la presse, faites attention à vos informations. Sur les Kurdes, je pourrais vous signaler, puisque c'est un truc qu'on m'a ressorti tout le temps. De nouveau, moi je ne suis pas expert là-dedans, mais je vais vous donner quand même un élément d'information. C'est l'histoire de Halabja. Mais l'histoire de Halabja avec les Kurdes, si c'est ça que vous parlez, avec Saddam, d'abord, premièrement, c'était quelque chose qui s'est passé pendant la guerre Iran-Irak, et je trouve un peu absurde de commencer une nouvelle guerre en 2003 qui a fait des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, etc., pour venger une affaire où il y avait 6 000 personnes qui étaient mortes soi-disant à Halabja, et on a ressorti cette histoire de la guerre Iran-Irak en 2003, alors que la guerre était terminée depuis 88. Mais, comme ça faisait partie de la propagande de guerre et qu'il y avait des gens aux États-Unis qui voulaient éviter cette guerre, le 31 janvier, j'ai même la date en tête, 2003, il y avait un article dans le New York Times, il y avait un expert de l'armée, dans l'équivalent de la CIA, si vous voulez, qui avait été sur place à ce moment-là, qui avait des relevés chimiques, et qui disait que c'était les Iraniens, pas les Irakiens, qui avaient le type de composés chimiques qu'on trouvait sur place. Bon, je vous renvoie à cet article et à ce genre de choses. Mais sur toutes ces questions-là, pour moi, la question n'est pas de donner des conseils aux pays du tiers-monde, aux dirigeants des pays du tiers-monde qui sont agressés, mais de donner des conseils aux intellectuels et aux journalistes et aux intellectuels et aux citoyens occidentaux pour se méfier de leur presse et de l'information qu'ils ont. Je vous donner des tonnes d'exemples là-dessus. Il y en a des tonnes dans... Lisez La fabrique du consentement, il y en a des tonnes par exemple là-dessus. Vous lisez Michel Colomb, il y a des tonnes d'exemples où vous voyez vraiment des manipulations. Alors moi je me méfie de l'information que j'ai. Je ne veux pas tout rejeter en bloc, je ne dis pas... Je dis pas que ce sont des singes, je dis simplement qu'à partir du moment où ils rentrent dans la machine à diaboliser, il n'y a plus moyen d'en sortir. Qu'est-ce que vous en dites aussi par rapport à la Syrie, s'il vous plaît, par rapport à la Syrie? Mais, comme je l'ai dit avant, je ne vais pas parler de la Syrie et je pense que mon argumentaire ne dépend pas beaucoup de la situation en Syrie ou de la situation, d'accord? Le problème que j'ai, c'est que quand il y a des situations de guerre, pratiquement une situation de guerre, il y a le conflit, il y a une masse d'informations qui viennent de tous les camps, et c'est très très difficile de se faire une opinion précise. Après coup, on peut se faire une opinion précise, d'accord? Après coup, on peut se rendre compte que lors de la guerre du Kosovo, ils ont massivement exagéré, que les accords de Rambouillet, par exemple, qui ont autorisé la guerre du Kosovo, étaient complètement bidonnés, qu'on avait imposé des conditions inacceptables aux Serbes, etc. Après coup, par exemple, pendant la montée de la guerre en Irak, je n'étais pas à 100% sûr qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive, mais je citais un expert américain qui avait fait partie
j'oublie son nom maintenant, mais qui avait fait partie de l'équipe d'inspection américaine en Irak, et qui disait qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive, et qui a été témoigné au Sénat français de cela. Donc cette information était disponible, mais moi je ne pouvais pas dire qu'il n'y en a pas, parce que je suis pas sûr. Je dis ce type-là dit qu'il n'y en a pas. Alors, sur la Syrie, je peux vous écouter vous, mais moi je ne suis pas... Vous comprenez, moi je n'aime pas trop, c'est aussi un truc que je reproche aux Occidentaux, c'est de croire qu'ils savent tout sur des pays dont ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas vécu, etc. Moi, j'ai jamais été en Syrie, je ne peux pas aller partout, je ne peux pas les suivre partout. Ils ont envoyé un jour, c'est la Côte d'Ivoire, après maintenant c'est le Mali qui est déstabilisé, ils attaquent la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Moi, je suis physicien, je réagis comme citoyen, mais je ne peux pas suivre en les détails tous ces pays dont je ne connais pas la langue, où je n'ai pas vécu, où je n'ai jamais été, où je n'ai pas le temps d'aller. C'est pas en allant 3 jours, comme certains journalistes belges qui y vont et qui reviennent avec des vérités absolues sur ces pays, que moi, je n'accepte pas cette façon de faire. Et donc, pour beaucoup de choses, je suspends mon jugement, et c'est pour ça que je tiens un discours qui peut passer pour abstrait, mais qui, à mon avis, donne quand même des arguments aux adversaires de l'ingérence. Mais il peut passer pour abstrait dans le sens que, justement, je ne dis pas telle ou telle chose, et je ne suis pas d'accord avec dire je soutiens le régime syrien, parce que si ne pas faire la guerre à un pays revient à soutenir son régime, alors il y a 2 pays que je soutiens à fond, c'est les États-Unis et Israël. Je n'ai pas envie de faire la guerre aux États-Unis et Israël. Une des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas faire la guerre, c'est parce qu'on pense qu'on va la perdre. La guerre en Afghanistan, c'est évidemment une guerre qui est perdue, donc il y avait des raisons de ne pas la faire sans soutenir les talibans. Et si vous disiez en 2002, ne faites pas la guerre, ou en 2001, ne faites pas la guerre en Afghanistan, vous étiez accusé de soutenir les talibans. C'est un truc vieux comme le monde, que quand vous êtes opposé à une guerre, vous êtes accusé de soutenir l'autre camp. Et il y a des tas de raisons pour lesquelles ne pas faire de guerre, j'en ai donné des tonnes, et une d'entre elles, évidemment, c'est aussi qu'on est convaincu que ça va mener à un carrotel et qu'on va être embourbé, etc. Il y a pensez à cette image de China Daily, vous voyez le type avec le bouclier antimissile, les pieds faméliques où il est marqué dette, et puis dans la boue d'Afghanistan. C'est la situation dans laquelle on s'est mis. Donc sur la Syrie, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais oui, on va en faire. On vous a certainement reproché de dire sur certains sujets la même chose que Marine Le Pen. Alors est-ce que vous ne pensez pas que si on ose briser certains tabous sur la question de la non-ingérence, on ne devrait pas avoir le courage de briser d'autres tabous sur lesquels la gauche a souvent tendance à lancer l'anathème. Écoutez, moi je lance l'anathème à personne. Hein. Non, la question de Marine Le Pen, bon, est-ce qu'on m'a reproché? Oui. C'est-à-dire que ce que je n'accepte pas, c'est ce genre d'amalgame, parce que la situation justement est tellement compliquée. Et la gauche a adopté, à mon avis, des positions tellement catastrophiques sur beaucoup de choses. Elle a accepté, en fait, le néolibéralisme. Elle a encouragé, en tout cas en Europe, en dehors de Suisse, à travers la construction européenne, qu'elle a soutenue avec un grand enthousiasme. Elle a déplacé les questions sociales vers les questions sociétales. Elle a accepté le droit d'ingérence. Elle applaudit la censure quand il s'agit de lutter soi-disant contre le racisme et l'antisémitisme. Je dis soi-disant parce que quand Pierre Péan, par exemple, qui est un historien, écrit un livre hétérodoxe sur l'histoire de l'Afrique, il est traîné au tribunal pour incitation à la haine raciale. Je trouve, quoi qu'on pense de ces thèses, je n'ai pas d'opinion sur ces thèses, je trouve ça scandaleux. Allez, revenez, dites-moi quels sont les tabous que je devrais... Totalement différents. Il y a au CERN un groupe qui s'appelle Concern, de physiciens comme vous qui veulent à tout prix montrer qu'ils sont de bons citoyens, qu'ils sont engagés, mais qui prennent, au fond, le fait qu'ils soient physiciens et scientifiques ne joue aucun rôle dans leur prise de position. Ils prennent des positions souvent très politiquement correctes, mais où leur valeur ajoutée de scientifique ne joue pas de rôle. Et c'est souvent le cas, généralement, lorsque on veut des débats science-citoyens. Vous avez un passé sulfureux, vous avez un passé de scientifique qui a voulu pousser jusqu'au bout l'honnêteté scientifique en dénonçant des impostures. Est-ce que des gens comme vous ne peuvent pas introduire un nouveau type de débat, puisque votre projet, c'est, semble-t-il, de régénérer la gauche, d'une certaine manière? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan de la rigueur et sur le plan de l'honnêteté, que je vous connais et qui devient une denrée rare? Est-ce qu'il n'y a aucun lien entre le combat que vous avez mené avec Sokal et celui que vous menez ici? Non, j'aime pas trop mélanger les débats philosophiques et scientifiques et les débats politiques parce que ça crée plus de confusion que d'éclairage. Et moi, je n'aime pas, nulle part dans mon exposé, je n'ai dit voilà, je suis scientifique, j'ai l'autorité scientifique, etc. J'aurais peut-être dû le dire au début, mais j'agis seulement comme citoyen
Et tous les faits que j'invoque sont publiquement disponibles. Je veux dire, rien de ce que j'ai dit n'est contesté. Je veux dire, je n'ai pas... J'ai fait appel à aucun fait, si vous voulez, qui n'est pas, ou citation, qui ne sont pas... Mais Chomsky, oui, Chomsky fait dont pareil. Personnellement, je partage de loin pas toutes les opinions de Chomsky, mais pourtant son mode de pensée est un mode beaucoup moins militant et beaucoup moins subjectif et beaucoup moins, je trouve, malhonnête que la plupart des gens qui partagent ses opinions. D'une certaine manière, vous êtes un peu le nouveau Chomsky, si je peux me permettre. Ça c'est gentil de dire ça, mais je ne sais pas, oui, ok, mais en tout cas, c'est vrai que je considère sa méthodologie comme, effectivement, le fait qu'il se base sur des documents publiquement disponibles et qu'il ne fait pas de conjectures ou de ce qu'on appelle peut-être à tort des conspirations. J'aime bien cette façon de procéder parce qu'on on a des arguments, après des raisonnements, on peut les discuter, mais au moins les questions de faits, il y a tellement de faits, biaisés, il y a tellement de biais, par exemple, dans les médias, etc., qu'on n'est pas obligé de même dire quoi que ce soit de plus sur les médias que de montrer toutes les déformations qui ont été données, quoi. Donc, bon, je ne vais pas répondre trop généralement, parce que l'histoire de Marine Le Pen, je ne sais pas, je ne veux pas me lancer dans un débat sur Marine Le Pen, je n'ai pas d'acquaintance ou de proximité idéologique ou politique avec Marine Le Pen. C'est vrai que j'ai peut-être dit, et je le dis, que sur la question de l'ingérence et sur d'autres questions, c'est vrai qu'elle dit des choses que je trouve que la gauche devrait dire et que la gauche ne dit pas, ça c'est vrai. Et ça ne fait pas de moi un disciple ou un partisan du Front National. Non, mais il faut du courage quand on est de gauche pour oser dire ça, parce qu'effectivement, on sait quel reproche on va encourir. Et le fait d'oser défier les réflexes de son camp oui, est ça, plutôt une chose ça, je saine. commence à être habitué à ce camp, parce que depuis le début des guerres humanitaires, j'ai toujours des problèmes avec ce camp. Je le disais encore, donc je ne sais pas très bien de quel camp on parle. Monsieur? Il y a quelque chose que vous avez négligé de dire en parlant d'une intervention humanitaire, c'est que de nos jours, l'écrasante majorité des victimes sont des civils. Enfin, ça part maintenant de 90%. Oui. Ce qui fait que soutenir une intervention humanitaire, c'est soutenir une opération qui va toucher surtout ceux qu'on dit qu'on veut protéger. Donc en se lançant dans une telle opération, on se lance dans une opération où on va tuer les gens qu'on est censé protéger. Et, donc c'est voué à l'échec dès le départ. Donc c'est un non-sens. Ça c'est vrai. Par exemple, encore une citation que j'aime bien sur les défenseurs des droits de l'homme, c'est que quand il y a eu l'invasion de l'Irak, juste au moment de l'invasion, donc enfin en décembre 2003, Human Rights Watch a dit, afin de préserver sa neutralité dans l'évaluation de l'adhésion au droit de la guerre dans le conflit irakien, Human Rights Watch n'a pas pris position sur la question de savoir si la guerre elle-même était justifiée ou légale. Or, le fait qu'elle était illégale n'était pas très compliqué, il ne fallait pas être un génie pour voir ça. Et Human Rights Watch va jusqu'à être suffisamment hypocrite pour dire on ne prend pas position là-dessus, de façon à ne se limiter que de la question des droits de l'homme. Donc, effectivement, ils acceptent les guerres, et puis on sait que les guerres, évidemment, tuent, comme vous dites, 90% de civils, et donc, je suppose que les gens qui sont tués, les civils tués dans les guerres, on peut dire que leurs droits de l'homme sont violés, mais par définition, ça n'entre pas dans le radar des défenseurs des droits de l'homme. Et alors, ils ont rajouté quelque chose, les forces de la coalition, donc de l'invasion, ont généralement essayé d'éviter de tuer des Irakiens qui ne prenaient pas part au combat. Je me demande comment il le sait. Et il dit la mort de centaines de civils aurait tout de même pu être évitée. Donc, il prend des chiffres, il critique les États-Unis, mais pour des chiffres qui sont ridiculement bas. D'accord ? C'est comme disait, Hitler a envahi l'Union soviétique, mais il y a des milliers de morts qui auraient pu être évités. C'est absurde, ça se compte en millions. Donc, je veux dire, le fait de faire ce genre de critique, c'est une façon subtile et hypocrite de faire la défense. Mais il y a une remarque que je voulais faire avec les 90% à propos de la personne qui a parlé des conventions de Genève. Je ne veux pas être contre les conventions de Genève, surtout pas aujourd'hui et ici, mais comment dirais-je, un des effets pervers des conventions de Genève, c'est qu'effectivement, depuis que les conventions de Genève existent, en fait, le nombre qui sont supposés protéger les civils dans les guerres, le pourcentage de civils morts dans les guerres a tendance à augmenter. Et un des effets pervers, c'est que d'une part, dans les guerres, chacun peut accuser l'autre de violer les conventions de Genève. Dans toutes les guerres, chacun a raison que l'autre viole les conventions de Genève. Donc ça rentre dans ça donne, si on n'est pas vigilant, une arme à la propagande de guerre d'une part, et d'autre part, ça donne l'illusion des guerres propres. Des guerres à zéro mort. Mais zéro mort, c'est toujours dans le camp de l'agresseur, c'est pas zéro mort dans le camp Et comme vous dites vous-même, c'est en général des morts civiles. On aura des guerres propres quand les drones sont capables de distinguer le sexe de leurs victimes. Oui, c'est ça.
Je crois que sur la série. Bah, vous voulez dire quelque chose? Plus fort. En fait, c'est pas. Levez-vous, si vous voulez. Détournez-vous aussi dans la salle. Mais vous avez déjà dit que vous ne voulez pas parler des choses en avance, mais pour éviter l'intervention militaire en Syrie, comment on doit faire par rapport aux positions internationales, le droit d'homme? Moi, je pense que, vous voyez, dans les années 80, par exemple, dans mon pays, la Belgique, il y avait un mouvement de la paix très très important, puisqu'il y avait des centaines de milliers, j'ai jamais été à des manifestations aussi importantes, sur aucune question sociale, des centaines de milliers de gens dans la rue contre le déploiement de missiles américains. Donc les Américains avaient eu l'idée de déployer des missiles en Europe, et les gens s'y sont opposés en Allemagne, pas en France où il n'y avait pas de missiles, Mitterrand a soutenu les missiles en réalité, mais en Belgique, il y avait une opposition énorme, surtout du côté flamand en fait. Parce que le côté francophone était déjà plus influencé par toute l'idéologie qui d'après est devenue l'idéologie de l'ingérence. Mais bon, moi j'ai jamais pris cette histoire très au sérieux parce que les missiles interbalistiques, de toute façon, entre les États-Unis et l'Union soviétique prenaient 24 minutes. Et ici, c'était une question de 10 minutes plutôt que 24 minutes, si on la mettait en Europe, ou 5 minutes, ou je ne sais pas quoi. Je ne pensais pas que cette question était cruciale, mais je trouvais que c'était bien qu'ils aient un mouvement de la paix. Et ce mouvement de la paix a complètement disparu. Il a été complètement annihilé par les droits de l'homme, par l'idéologie de l'ingérence. Moi, je participe à ce mouvement, je suis dans les comités, j'ai participé aux réunions du Comité national d'action pour la paix et le développement lors de la guerre en Irak. Mais ils étaient tous, par exemple, pour les inspections. Et moi, j'ai dit, les inspections, c'est une façon de préparer la guerre. Mais bon, vous me demandez ce qu'il faut faire. Moi, je fais ce que je peux à ma propre échelle. Je ne suis qu'un simple individu. Comme on n'a plus d'organisation, c'est très difficile. J'ai été à une réunion du mouvement de la paix en Belgique. Je veux bien y aller en France, mais en France, ils ne vont pas m'inviter. Donc, j'ai été à une réunion du mouvement de la paix en Belgique. La dernière fois que j'étais, c'était un truc sur l'Afghanistan. Et évidemment, il y avait des gens à la tribune qui étaient favorables à la guerre en Libye, des écolos, évidemment, et qui défendaient ça. Il y avait des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas quitter l'Afghanistan, qu'il fallait... Alors ils venaient avec des plans, ils tiraient des plans sur la comète sur ce qu'on allait faire en Afghanistan, alors qu'évidemment la guerre est perdue, donc une fois qu'on s'en va, il faudra bien s'en aller. Je veux dire, l'irréalisme est total. Je veux dire, en plus, il y a ce mythe de l'Occident qui contrôle le monde avec qui ne le contrôle pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne peux rien faire d'autre que de dire ce que je dis, mais les rares fois que j'ai été à une réunion, par exemple, ça c'était aussi surréaliste. On a fait une réunion à Paris pour comment dirais-je, voir si on pouvait faire des coordinations d'organisation pour s'opposer à la guerre en Iran, à la possibilité d'une guerre en Iran. Alors évidemment, je les comprends, mais je ne suis pas d'accord avec eux, des Iraniens en exil qui disaient on peut le faire que si on dénonce le régime iranien. Là, on ne peut pas tout faire, parce qu'on ne peut pas à la fois renforcer la propagande de guerre et s'opposer à la guerre. Donc, il faut choisir ce qu'on fait. On s'oppose à la guerre pour quelque raison qu'on ait. On a l'opinion qu'on veut des régimes iraniens, mais ce n'est pas notre affaire si on s'oppose à la guerre. Alors, plus comique encore, il y avait des gens, avant le début de la réunion, qui ont été expulsés pour antisémitisme potentiel. Donc, il règne dans cette organisation une peur d'accusation d'antisémitisme qui font que tout est tétanisé. Donc, moi, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas... Il y a des petits groupes qui s'organisent, mais ils sont tous marginaux. Et si vous allez vers les grandes organisations, enfin grandes, qui sont déjà pas si grandes que ça, genre Front de Gauche, PCF, etc., tout est bloqué parce que les gens qui sont radicaux, ou qui sont supposés être radicaux, que moi j'appellerais modérés comme moi, mais qui sont supposés être radicaux, sont éliminés pour antisémitisme, souvent, ou bien alors l'idéologie des droits de l'homme fait qu'il ne faut pas soutenir le régime. Il y a toute la rhétorique qu'il ne faut pas soutenir d'autres régimes, et vous êtes éliminé aussi. Venez en France, vous verrez comment ça se passe. En Suisse, c'est probablement différent, mais la Suisse, comme structurellement, elle ne va pas intervenir, le problème ne se pose pas en Suisse, il se pose en France, ou en Belgique, à une moindre échelle, ou aux États-Unis. C'est très très difficile. Madame. Michel Marélier, comment expliquer, M. Bricmont, que les peuples européens, et peut-être occidentaux en général, aient la mémoire si courte? Parce que comment peuvent-ils si facilement, et là j'ai en tête le cas de la Libye, peuvent-ils si facilement oublier que les défenseurs des causes humanitaires, ou à qui ils vont confier la défense des droits, la responsabilité de protéger, etc., ont les mains pleines de sang, ont menti. Bien sûr. Comment est-ce qu'ils peuvent si peu penser, faire si facilement confiance à leurs médias qui
par exemple dans le cas de la Libye, qui leur présentent des faits soi-disant en disant ça vient de rumeurs, qui ne sont pas vérifiées, qui ne présentent qu'un côté des choses. Comment expliquer que les gens, je sais que vous venez de traiter à peu près toute cette question, mais comment expliquer que les gens, c'est-à-dire nous, ayons la mémoire si courte, ne fassions pas de lien et refusions de penser à ce que nos gouvernements font, et c'est-à-dire ce que nous faisons nous aussi, en les laissant faire tout ça. Je sais, mais j'ai écrit un article qui est le dernier article que j'ai écrit sur le web, parce qu'il ne peut pas être écrit ailleurs, c'est sur le Grand Soir, sur le site du Grand Soir, le site de Michel Colomb, qui s'appelle In Memoriam, c'est sur la guerre du Vietnam, c'est très très polémique, mais c'est effectivement cette question du devoir de mémoire et de la mémoire. Les gens ont une mémoire courte parce qu'ils ont une mémoire longue. Et la mémoire longue qu'ils ont, c'est toujours la Deuxième Guerre mondiale. Et tout est interprété à travers la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qui s'est passé il y a 15 jours, la guerre du Vietnam, prenons la guerre du Vietnam, parlons même pas de la Libye, prenons la guerre du Vietnam est complètement oubliée. Quand j'en parle, les gens ne savent pas de quoi je parle. Et alors on dit une histoire ancienne, mais c'est quand même une histoire qui s'est passée entre 55 et 75, c'est quand même plus récent que ce qui s'est passé entre 40 et 45. Or, on me renvoie tout le temps à la Deuxième Guerre mondiale, on me renvoie tout le temps à la lutte contre le fascisme, le nouveau Hitler, etc. Il faut croire que le président iranien ou le président syrien, etc., sont des nouveaux Hitler. Mais même en acceptant qu'ils sont des Hitler sur le plan intérieur, je ne vois pas en quoi ils sont une menace pour la paix mondiale comme l'était Hitler, parce que l'Allemagne, c'était pas rien, c'était une grande puissance industrielle, militarisée, agressive, etc. Et donc la comparaison ne tient pas debout, mais elle est ressortie tout le temps. Et de nouveau, moi je suis désolé, je suis dans ces débats et je suis souvent, voilà, je pense qu'ils ont une mémoire, je pense vraiment, je vais répondre polémiquement, mais ils ont une mémoire courte, parce qu'on leur impose une mémoire longue, qui est focalisée sur un événement, qui est la guerre, l'Holocauste, etc., qui est ressorti sans arrêt, qui est enseigné sans arrêt dans les écoles, et dont la conclusion, c'est toujours plus jamais ça, mais de ça vouloir dire qu'il faut faire des guerres préventives pour justement protéger les victimes, etc., etc. Et ça, ce discours, il a tétanisé tout le monde. Quoi? Oui, tétanisé. Attends, il y avait quelqu'un... Vas-y, David. Oui. Ce n'est pas pour répondre à votre place, madame, mais je rappelle que vous avez commencé par dire un principe fondamental constituant le droit international, à savoir la souveraineté nationale. Donc, en respectant les principes fondamentaux de droit international, on peut résoudre les problèmes par le dialogue et par la coopération, et pas par la guerre. Et c'est le fondement de la Charte des Nations Unies. Et en plus, c'est-à-dire pour la Syrie, maintenant, il y a l'hypocrisie occidentale, il faut que je le dise franchement, avec la Ligue arabe, l'hypocrisie de la Ligue arabe qui est enlevée par Qatar et l'Arabie saoudite et qui mène une guerre, l'Arabie saoudite, au Bahreïn, comme il était mentionné, mais aussi il finance, il aide, il envoie des armes aux opposants syriens. Et ça, c'est contre le principe et la résolution que j'ai annoncée tout à l'heure, qui était prise en 1970 déjà. C'est-à-dire, le devoir des États n'est pas s'ingérer dans les affaires. Et pour les sanctions économiques, il y a un deuxième principe, si vous me permettez, et ça c'est sûrement les mentionné dans votre livre, d'ailleurs j'aimerais obtenir un exemplaire. Sûrement, c'est-à-dire, les sanctions économiques est interdite lorsque elles pénalisent le peuple. Et ça, c'est l'article 1er de Convention de droits de l'homme. C'est-à-dire, les deux conventions, c'est un article commun entre la charte, entre la convention relative aux droits civils et politiques et la deuxième charte relative aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est un article commun, ce n'est pas permis de sanctionner ou priver un peuple de ses moyens d'existence. Et lorsque on prend des sanctions économiques, ça touche les peuples avant les dirigeants. Et on l'a vu en Irak, on l'a vu ailleurs. D'ailleurs, partout, les sanctions économiques, c'était le jeu de l'impérialisme mondial, c'est-à-dire ces voyous, ces criminels qui veulent détruire un pays pour reconstruire de nouveau. Et ça, c'est très dangereux. Donc, pour la Syrie, c'est le dialogue, et c'est la coopération internationale et pas l'ingérence dans les affaires intérieures, et notamment le pouvoir en place en Syrie est ouvert au dialogue. Merci. Même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut comprendre que l'ingérence occidentale, et je pense que la Libye a été probablement l'ingérence de trop, même si BHL au Festival de Cannes considère ça comme un grand succès, mais
ça a peut-être été ingérence de trop parce que, justement, ça a levé la coalition contre l'ingérence ultérieure en Syrie, en Iran, etc. Et l'ingérence tue l'ingérence, c'est-à-dire, si vous utilisé l'ingérence unilatérale tout le temps, vous empêchez même la possibilité de pression internationale réelle, de coopération internationale pour résoudre des problèmes de droits de l'homme en acceptant l'analyse standard de la Syrie, que je n'accepte pas nécessairement, mais même si on l'acceptait, on peut dire que ce qui rend impossible la résolution du problème en Syrie, c'est cette ingérence qui veut armer des rebelles, qui veut militariser les conflits, veut toujours militariser les conflits, parce que c'est toujours sur le plan militaire qu'ils se sentent forts. Et ils ne sont même pas forts sur le plan militaire. Même ça, c'est une illusion, parce que l'Irak n'est pas une victoire, l'Afghanistan n'est pas une victoire, etc. Gaza, ça n'a pas été une victoire, la guerre contre le Liban, ça n'a pas été une victoire. L'Occident n'a même pas les moyens militaires de sa politique. Il n'a pas les moyens économiques de sa politique. C'est du délire. Moi, je n'attaque pas, il ne faut pas me prendre pour anti-occidental, c'est moi qui suis pro-occidental. Ce sont les gens qui nous poussent dans des guerres sans fin qui sont anti-occidentaux. Une précision sur l'intervention en Libye. En 2007, Sarkozy a été élu au mois de mai. En juillet, il a passé ses vacances à Bar Harbor dans le Maine avec M. Bush. Et là, ils ont conclu un accord. Sarkozy a accepté que la France se réintègre au sein de l'ONU. En retour... De l'OTAN. De l'OTAN, pardon. Le commandant intégré de l'OTAN. En retour, il avait besoin de deux choses. Premièrement, il avait besoin de pétrole. De Gaulle avait basé le programme nucléaire en France sur l'idée que la France ne voulait pas se mêler de tout ça et la France soit indépendante grâce à ses réacteurs nucléaires qui sont un désastre aujourd'hui. Et les Français le savent. Donc ils ont besoin de pétrole, d'hydrocarbures, du gaz surtout. Et puis en France aussi, on a le problème que le chauffage est surtout par électricité, basé sur l'idée que l'électricité nucléaire va être un très bon marché. L'électricité, c'est produit le chauffage le plus cher du monde. Donc la France est confrontée à un problème important. Donc ils avaient besoin de pétrole, ils avaient besoin de briser aussi le projet de Kadhafi de créer une monnaie africaine qui remplacerait le Fonds africain dirigé par Paris et qui permettait à Paris une emprise sur les économies des anciennes colonies françaises. Donc, en retour pour la réintégration de l'OTAN, la France a eu le droit à une intervention en Libye et maintenant la France est en Libye. Alors, la France, les sociétés pétrolières françaises sont là et puis en plus, la France a accès à l'eau. Et puis aussi, la monnaie africaine n'existera pas. Donc voilà. Mais jusque-là, la coopération entre la Libye et les pays occidentaux avait bien marché. Donc ce n'était pas que tout d'un coup il y a eu une crise, c'est qu'il fallait quand même faire tomber Kadhafi pour tenir la promesse à la France. Et de toute façon, Kadhafi voulait tuer depuis longtemps. Donc ils pouvaient s'en passer parce qu'en 86, quand ils ont bombardé, sous Reagan, quand ils ont bombardé la Libye, le but était avoué par le Pentagone avait été de tuer Kadhafi. Voilà. Donc finalement ils ont décidé, bon tant mieux, tant pis, on va s'en débarrasser, mais là ça va se permettre aussi de prendre une emprise encore plus forte sur le bassin méditerranéen, et la France sera là à côté de nous maintenant en tant qu'allié et membre de l'OTAN. Merci beaucoup. On va conclure sur dernière observation. Donc, je ne sais pas si M. Breton voulait peut-être conclure. D'accord. Alors, je vous remercie de votre présence et il y a un apéro qui est offert en sortant. Allons se saouler. Histoire de se désaltérer.